Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast de 1000%. Aujourd'hui, on va parler marathon. Le but vraiment du podcast, ça va être de vous donner des informations pratiques à mettre dans votre entraînement, comprendre aussi les différentes séances clés. Et pour cela, donc, je suis entouré aujourd'hui de Pierre et Max de l'équipe 1000%. Ça va les gars, la forme? Ouais, Ouais, ça va, nickel. merci. Eh bien, impeccable. Et on a la grande chance de recevoir à nouveau Nico. Merci Nico, tu avais déjà fait un épisode avec nous sur le renforcement musculaire. On avait complètement adoré. D'ailleurs, pour les gens qui auront l'occasion d'écouter, écoutez-le. Il était vraiment intéressant. On avait fait un podcast avec Nico sur le renforcement musculaire pour la course à pied. C'était vraiment une mine d'or et ta vision nous avait vraiment intéressé. Donc, salut Nico. Bonjour à tout le monde. Moi, ceux qui ont survécu la première fois, je vais essayer de les achever la deuxième fois, mais j'espère qu'ils seront quand même là jusqu'au bout. Et puis il y en a encore un après. Oui. Ouais, je pense ils seront encore là après. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de donner aux gens grâce à tes connaissances, je te laisserai le temps de te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Ça va être vraiment donner un petit peu un sens à la préparation physique sur le marathon, essayer vraiment de comprendre les différentes séances, comment planifier aussi son entraînement. Donc ça va, on va essayer vraiment de vous donner le maximum d'informations et Nico est très fort pour vulgariser tout ça. Donc on y fait confiance, on y posera les bonnes questions, on va le tempérer aussi parce que sinon il va partir trop vite. Donc, Nico, je te laisse te présenter pour les gens qui te connaissent pas et raconte-nous un petit peu ton parcours et ton expérience de coach et aussi parle-nous de ton super livre que j'ai eu la chance de lire, Max aussi. Et franchement, d'ailleurs, je te laisse en parler. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Ouais, je vais essayer de me présenter brièvement parce que je l'ai déjà fait dans l'épisode d'avant. Donc moi, je suis Nicolas Vandel, je suis fondateur de Agile Training, c'est mon nom commercial hein, pour ma boîte de coaching. Pour la faire très simple, j'ai bossé 10 ans avec l'équipe de France de ski, où j'avais eu surtout une partie sur la préparation physique, entre autres pendant les 7 ans sur les 10 ans. Et à côté de ça, avant, je m'occupais déjà de coacher des sportifs amateurs en parallèle à ça. Et depuis, ça a augmenté petit à petit. Et puis, en gros, depuis l'an passé, je me consacre exclusivement à ça. Des gens qui font des 10 kilomètres, des ultra-trails et des marathons. Parce que j'en avais 6 ou 7 à Paris, là, dernièrement, au moment où on enregistre. Et voilà, ça va vraiment de tous les niveaux. Donc, et sportif récréatif, sportif avancé, sportif de haut niveau, beaucoup moins maintenant, justement, parce que c'est moins mon boulot, même si je collabore avec certains pour des points précis. Et puis sinon, oui, j'ai auteur du bouquin La prépa physique de l'endurance, qui est sorti fin 2023, où je parle de préparation physique, mais pas que, hein, je parle surtout d'entraînement, parce que je trouvais de faire un bouquin où on faisait que du renfort pour la course à pied ou l'endurance, pour moi, ça n'avait pas de sens, parce que si tu comprends pas comment t'organises l'entraînement, les intensités, toutes ces choses-là, la mobilité, etc., etc., c'est un ensemble, en fait, c'est jamais dissocié. Donc voilà, il est disponible sur mon site www.prépa-endurance.com. Comme ça, je fais la pub, c'est fait. Et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle Endurance Rente. Voilà, j'ai fait bref. Nickel. Ben, ouais, mais parfait. D'ailleurs, c'est Max qui nous en avait parlé de ton podcast, qui nous a dit, les gars, allez écouter Nico. Et on t'a écouté, on s'est régalé. C'est pour ça que merci encore d'être présent aujourd'hui pour ce podcast. Donc, on va commencer directement par le marathon. C'est vrai qu'on s'est posé un petit peu la question, semi-marathon, marathon. Tu nous as dit que les deux étaient pas semblables, mais il y avait quand même pas mal de points communs entre les deux. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner les caractéristiques du marathonien? Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça se passe? À quelle fréquence cardiaque on court? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dégrossir déjà pour toi ta vision aussi du marathon? Ouais, bien sûr. Bah, ça va déjà dépendre des profils, hein, bien évidemment. Et quand je dis que c'est pas beaucoup différent que du semi-marathon, en fait, ça consiste quand même à mettre un pied devant l'autre, sauf que tu vas le faire deux fois plus longtemps sur un marathon. Mais j'ai pas envie de complexifier le truc à outrance, comme ça se fait un petit peu trop. C'est à chaque fois, c'est ton projet. Et selon ton niveau de maturité et sportive et de plein de raisons, ben tu peux te dire j'attaque par un semi, après j'en refais un, deux, je vais faire un marathon, ou j'attaque par le marathon parce que je vais expérimenter en trail. Enfin, en fait, il y a pas de règle par rapport à ça, si ce n'est quand même la progressivité. Et ça, c'est le profil que moi, en tout cas, j'essaie de donner aux gens que j'accompagne dans le marathon, c'est d'être progressif. Pas forcément dans le fait de faire toutes les étapes, 10 km, 20 km, ensuite marathon, hein, pour faire simple. Mais j'ai par exemple j'ai deux exemples, on y reviendra. On a commencé à bosser ensemble il y a quasiment 2 ans.
Le premier objectif, c'était de se reprendre à courir, et là, elle est au marathon de Paris dimanche. Donc ça, c'est vraiment de la progressivité au fur et à mesure. Et j'en ai d'autres, ça fait 8 ans qu'ils courent, ils ont déjà fait des trails, ou pas forcément des trails aussi longs, mais ils courent régulièrement, ils ont déjà mis des dossards, etc. Et là, ils ont attaqué directement par le marathon, ils ont fait un semi il y a 2 3 ans. Donc ça va vraiment dépendre des gens, mais pour résumer, en fait, le marathon, je pense qu'il faut être prêt à s'engager dans le process de la prépa parce que c'est assez coûteux. C'est pas un truc de fou, hein, mais il faut quand même de la consistance à l'entraînement et il faut avoir un niveau de maturité pour pouvoir faire un petit peu, c'est pas des sacrifices, mais des choix dans sa vie pour s'y consacrer. Chacun à sa mesure, hein, évidemment, et aussi pour encaisser l'entraînement. Donc c'est quand même quelque chose, et c'est pas pour rien que avant, bien sûr le matériel il a évolué, on rentrera pas dans le débat au-dessus, hein, mais il a aidé à s'entraîner plus quand même, quoi qu'on en dise. Avant, c'est pas pour rien que c'était un marathon par an, voire 2 par an, même s'il y a toujours des exceptions. C'est parce que c'est quand même le marathon, c'est quand même un petit truc, ça fait rêver les gens, toi, finalement, parce qu'il y a une certaine maturité, et c'est un peu, même si tu as des courses de 100 km, des trails, etc., le marathon, ça reste un petit peu la distance reine, tu vois ce que je veux dire, tu t'y engages pas, tu te lèves pas le matin. Alors, il y en a qui le font en disant, dans un mois, il y a un marathon, je vais le faire. Tu te dis, oh, ok, ça va être cool, et il y a une notion de chrono en plus. Même si tu veux finir, bah, finalement, il y en a, ils vont le finir, ils vont vouloir le finir en moins de 2:10. C'est rare, hein, quand même. Il y en a, ils vont le finir en moins de 2:30, c'est rare aussi. Et il y en a, ça va être 3 heures, et l'autre, ça va être 4 heures, et d'autres 5 heures. Et même celui qui veut juste le finir, eh ben, peut-être que les 4h45, ça va être son petit truc dans un coin de la tête. Donc, c'est vraiment tout un process général qui apprend à se connaître, en gros, pour faire simple. C'est intéressant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent du coup se lancer dans une préparation marathon? Combien de temps à peu près tu penses qu'il faut pour préparer un marathon? Après, bien sûr, ça dépend du niveau de chacun, j'imagine, mais pour s'y consacrer vraiment, tu dirais minimum, il faut combien de temps? Pour moi, il faut minimum 3 mois de prépa où on s'y attelle vraiment, qui revont par-dessus, je pense, au moins une année de course à pied. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, ça fait 15 mois. Euh, Peut-être ça peut être neuf chez certains, etc. Mais c'est toujours pareil. Je peux prendre mon cas perso. Ma vraie prépa spécifique, ça a été 1 mois et demi. Mais sauf que je me suis mis dans la tête de préparer le marathon 7 mois à l'avance. Et tu vois, c'est des chemins qu'on construit, mais c'est pas parce qu'on dit que la prépa marathon, elle est de 3 mois c'est valable chez quelqu'un qui court déjà régulièrement. Sans faire des trucs de fou, hein, mais qui a déjà l'habitude de faire du sport, d'avoir les impacts, etc., etc. Sinon, bien sûr que ça peut passer, mais c'est toujours pareil, c'est pour faire un marathon et être pété pendant les 2 mois qui arrivent. Où est l'intérêt là-dedans, tu vois? Ou se péter 2 semaines avant. Ou se péter 2 semaines avant, ouais. Ce qui peut arriver après 10 ans de course à pied aussi, hein. Ça, c'est possible aussi, ouais. Mais donc, tu vois, c'est trois. C'est vrai. Ouais, pardon, vas-y. Non, Ouais, pas de souci. Non, c'est vrai que nous, en tant que kiné, enfin, on est mm, kiné justement tous les trois, et cette notion aussi de progressivité et aussi d'impact, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent cet aspect de la course à pied, c'est traumatisant pour les genoux, etc. C'est pas du tout vrai, hein, c'est un peu des mythes. Mais par contre, ce qui est important, c'est de progressivement augmenter les impacts au niveau du corps, parce que c'est quelque chose qui est traumatisant, on va dire, et que si quelqu'un qui est même très sportif, on en a parlé avec Pierre la dernière fois, qui fait par exemple des sports non portés comme le vélo ou la natation, faire attention à quand on a une grosse endurance de base mais qu'on ne sait pas courir, et bien justement quand on veut courir, au début ça peut être difficile. Donc c'est vrai que qu'est-ce que tu conseilles justement aux gens qui ont pas qui ont pas de passé de course à pied et qui veulent se lancer dans un marathon, qu'est-ce que tu leur conseillerais au tout début? On va commencer par ce ouais. type de personnes-là, comme ça au moins les gens qui veulent finir, on met ça de côté et après on se concentrera sur des chronos. Ouais, mais c'est une très bonne question. Et moi, justement, dans leur cas, enfin, dans votre cas à vous, si vous l'écoutez, moi, je passerai par l'étape des 10 kilomètres, l'étape des semi-marathons et ainsi de suite, en fait, pour construire, pour se dire, je sais ce que c'est que de mettre en place une stratégie pour un objectif. Et quand je dis objectif, c'est pas être champion olympique, c'est juste mon 10 kilomètres, par exemple. Ok, ça s'est bien passé. On se dit, vous pouvez vous dire, ça s'est bien passé, mais tiens, j'ai envie de réessayer. Donc du coup, j'en refais un deuxième pour bien préparer. Ou ça s'est bien passé, je me sens, j'ai envie d'aller faire le SMI. Ben écoute, dans 3 4 mois, je retourne en faire un, peut-être en refaire un deuxième, etc. Mais en tout cas, vraiment se donner le temps. Et je pense que c'est la même chose, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai le cas chez des gens qui ont un gros moteur, par exemple, mais qui viennent d'autres sports. Par exemple, là, en ce moment, j'ai 2 personnes, je dirais pas qui c'est, mais une championne olympique de biathlon qui est à la retraite et un ancien équipe de France de ski et de ski de fond,
qui ont qui ont arrêté leur carrière et qui ont beaucoup moins bougé. Et le problème, par exemple, c'est je leur dis, vous avez un moteur de Ferrari, mais une carrosserie de 2 chevaux. Donc en fait, c'est des gens qui vont progresser super vite. Et donc, ils sont peut-être déjà capables de sortir 2 heures de temps courir. Tu vois, à la reprise, ils vont pas l'encaisser comme vous et moi, par exemple. Mais par contre, il faut quand même y aller progressivement et avoir la même progressivité, en tout cas dans les impacts, que quelqu'un qui débute. Et donc, c'est vraiment ce terme de progressivité. Il est très contextuel, mais il est très commun à tous les niveaux, tu vois, et à tous les profils. La seule différence chez quelqu'un d'expérimenté, pour moi, c'est que quelqu'un qui court depuis très longtemps régulièrement, il va pas avoir besoin de faire ses sorties longues une fois qu'il court déjà régulièrement, 1 heure et quart, 1 heure et demie, etc. Lui, il peut sortir 2 heures et quart tout de suite, s'il a déjà l'habitude et de la consistance en course à pied. C'est la seule différence fondamentale pour moi. Pierre? Au final, c'est une adaptation de la structure dont tu parles. Ouais. C'est la trame osseuse qui est adaptée ou pas adaptée dans ce cas de figure. Mm. Et le système musculaire qui, lui, est ultra adapté aux efforts d'endurance, cardiovasculaire, qui est ultra adapté aux efforts d'endurance et qui peut tout encaisser, mais Mm. si la trame osseuse encaisse pas, Bah, Ça ça fait la pète, blessure. quoi. c'est exactement ça. Et ce qu'il faut savoir, Et c'est que la physio progresse plus vite que le structurel. Donc, et qu'en plus de ça, le marathon, l'effort, il n'est pas ultra dur en soi. Enfin, moi, j'en ai fait un cet automne. C'est pas l'intensité maximum. Ce qui est dur, en fait, c'est la répétition sur le bitume pendant 42 bornes. Et c'est plutôt le musculaire, en fait, qui fait que ça te limite que le cardio. Enfin, sauf si tu es complètement débile et que tu pars sur ton allure 5 km. Mais généralement, c'est pas ça. Et du coup, vu qu'on parle de progressivité, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les gens Ah. qui nous écoutent, par exemple, qui courent au début 10 km par semaine? La semaine d'après, par exemple, j'augmente, ou est-ce que j'attends peut-être 3 semaines de maintenir ce volume-là et après j'augmente? Ou est-ce que c'est vraiment que du feeling, comment je me sens après ma course et le lendemain je fais un peu plus? Comment tu pourrais aider les gens à s'organiser par rapport à cette progressivité? C'est une bonne question qui est pas évidente à répondre, hein. Le contexte varie et il y a plein de choses qui varient. Quelqu'un qui débute, moi au début, je me prendrais pas la tête avec ni les allures de déplacement, ni la haute ou basse intensité. Alors si pas tout faire à fond, ça c'est sûr, mais pas s'occuper du temps qu'on a mis, si on a couru 45 minutes, si on a fait, enfin, je sais pas si on est débutant 5 km ou 8 km, c'est pas très important. Je trouve c'est aussi les durées. Et ce qui est le plus important et la norme, en fait, c'est de trouver un petit peu, avant d'aller dans un plan structuré, pour moi, quelqu'un qui commence peut-être à courir 2 fois par semaine, va se dire, bah là, je cours 2 fois, tiens, j'essaie d'en mettre une troisième, d'à peu près la même durée, hein, à 5 minutes près. Tiens, bah, la troisième, je regarde comment je réagis, j'essaie ça 2 semaines de suite, ça réagit bien, j'essaie d'en remettre une quatrième, mais je m'écoute un peu, je sais que si je refais une séance de 45 minutes, ça va peut-être être trop, donc j'essaie une quatrième de 20 minutes. Tu vois, trouver le rythme de croisière où on se dit, bon, bah ça, je suis capable de courir 4 fois dans la semaine sans que ça m'impacte trop dans ma vie perso, dans ma vie pro, et sans que j'ai mal aux pattes pendant 3 jours après. Et sans s'occuper de fractionner, pas fractionner, zone 2, pas zone 2, F, pas F, là, parce que ça sert pas à grand-chose sur ça. Juste courir pour se faire plaisir, pas à fond tout le temps, hein, souvent doucement, mais des fois on peut être se lâcher un peu les chevaux parce qu'on court pour se faire plaisir, hein, aussi quand même. Et une fois qu'on a un peu le rythme de croisière, là on va se dire ok, bah là c'est bon, je sens que je suis capable de m'organiser pour courir. Peut-être que d'avoir prévu un 10 km 3 mois plus tard, ça aide aussi, hein, l'objectif. Ça peut être aussi par là, mais une fois qu'on a ce rythme de croisière, bah, seulement on va essayer de structurer un petit peu plus son entraînement. C'est intéressant que tu parles de fréquence par semaine, parce que c'est vrai qu'il y a, je sais pas vous les garçons ce que vous en pensez, mais dans la tête des gens, souvent on pense pour pas se blesser, je vais courir 2 fois par semaine, et au final peut-être on se rend compte, je sais pas vous les expériences que vous avez aussi au cabinet, mais souvent on se rend compte que c'est mieux au contraire peut-être de courir un peu moins mais plus souvent, plutôt que de courir plus et que 2 fois par semaine. Toi, ton avis, Nico, et vous aussi les gars, vous en pensez quoi par rapport à ça? Je vais laisser les kinés commencer. Non, Nico, je pense que tu as vu plus de coureurs que nous, hein, quand même, hein. Ah ouais, peut-être. Mais non, mais Vas-y, Nico. moi c'est toujours le schéma que j'ai avec les gens avec qui je bosse, mais même s'ils ont un bon niveau aussi, c'est que je vais déjà trouver le nombre de séances tolérables dans la semaine avant de vouloir courir plus longtemps ou plus intensément. Et ça, je pense que ça reste quand même la base. Et pour les gens, je pense que s'ils sont débutants, c'est aussi une optique de remise en forme au sens large, en tout cas d'avoir une meilleure condition physique et de prendre du plaisir à chaque séance. En fait, ça c'est important. Et par exemple, je vais prendre moi qui cours beaucoup, qui prépare un 100 bornes là. Si je veux me sentir bien physiquement,
Par exemple, il faut que j'ai une haute fréquence, mais un petit volume. En fait, en gros, si je vais courir 4-5 fois, 3/4 d'heure à 1 heure dans la semaine, je fais un peu de renfo. C'est un tout petit volume pour moi, mais c'est là que je me sens le plus énergique de manière générale. Par contre, je progresse pas. Donc après, par contre, les périodes où j'ai beaucoup de volume, comme en ce moment, j'ai pas beaucoup de séances où je me fais plaisir. C'est normal, hein, faut l'accepter, et ça ira plus tard après derrière, mais c'est pour que les gens comprennent un peu tout ça. Et au début, le but, c'est de trouver du plaisir. Et de toute façon, si vous vous entraînez 52 semaines par an, 3 fois par semaine, 52 semaines par an, c'est un exemple, vous risquez quand même plus de progresser que si vous entraînez 5 fois par semaine, 30 semaines par an. Il y a quand même pas vraiment de secret par rapport à ça. Donc en fait, c'est la fréquence de sollicitation qui est importante. Après, bien sûr, quand on a des objectifs plus Ok. ambitieux ou des choses comme ça, faut jouer, faut un peu se tirer dedans par moment, mais sur un débutant, ce qu'on Ouais. parle du débutant, je trouve qu'il faut trouver ça. Et bien sûr que 3 séances de 30 minutes pour préparer un marathon, ça ira pas. À moins d'être un génie, mais Ok. ça va être compliqué. Mais on a Ça le marche. débutant. Du coup, on va fermer, on va fermer cette parenthèse du débutant et on va partir plus sur peut-être quelque chose d'un peu plus performance. Est-ce que tu pourrais nous donner, après performance, ça veut pas dire 2 heures ou 2 heures et quart, hein, c'est juste voilà, quelqu'un qui peut finir dans les 4 heures, voire moins, tu donneras les différents profils tout à l'heure. Mhm. Mais est-ce que déjà tu pourrais nous partager un petit peu les différentes qualités qu'il faudra avoir pour toi? C'est vrai qu'on parle beaucoup de sorties longues, on parle beaucoup de fractionnés. Pour toi, c'est quoi les qualités d'un marathonien? Ouais, bon, on va y revenir Et sur quel axe il faut travailler aussi? sur quel axe travailler. On va revenir un peu sur tout ça. Et de toute façon, tu disais 2 heures ou 2h15. 2h15, je bosse un peu avec un gars, mais sur un truc spécifique, mais je saurais pas en parler. Parce que j'entraîne personne qui court le marathon en 2h05. Donc, à part dire ce que font les autres, je pourrais pas. Donc là, on va plutôt se mettre sur la plupart des gens. Même si finalement, par exemple, 3 heures et moins de 3 heures, ça représente, je crois que c'est 8%, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça, par contre, pour l'avoir fait, je tiens à le dire, c'est pas un truc de fou non plus. Faut s'y atteler, mais on va aller un petit peu là-dedans. Et je trouve que la première des qualités, pour moi, et je reviens à ce que j'ai dit au début, mais c'est important, c'est d'être capable de courir régulièrement. C'est-à-dire capable de construire une stratégie qui va nous permettre de courir toute l'année. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et avant de rentrer dans les paramètres physio, avant de rentrer dans toutes ces choses-là, dans les intensités, etc., les sorties longues, c'est déjà de te dire, je suis capable d'être dans un mode où je vais courir toute l'année, c'est-à-dire que quand il pleut, je vais y aller, quand il neige, je vais y aller, quand je suis fatigué, je vais y aller, quand je suis malade, je vais essayer d'y aller dans la mesure du raisonnable. Et ça, c'est une qualité mentale, en fait, finalement. Et pour avoir cette qualité mentale-là, il faut trouver du sens et du plaisir à ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première qualité de base. Et moi, j'insiste quand même beaucoup là-dessus. Ça peut paraître un peu flou, ça plaît pas parce que c'est peut-être pas EBP, mais en tout cas, c'est la base si on veut progresser et c'est la première qualité à avoir. Je sais que ça vous fait rire quand je dis ça, mais enfin sourire en tout cas, mais ça, c'est Non, vrai. mais il faut. Ouais. Après, si on prend le marathon pur et dur, le jour J, c'est la capacité pour moi, c'est la capacité de maintenir une allure qu'on a voulu sans temps faible. Vraiment, d'avoir la même allure du début à la fin. Alors bien sûr, il y aura un petit peu des variantes. Donc c'est d'être capable d'être régulier pendant 42 km, ça dure 3 heures ou 3h15 ou 4 heures ou 4h30. Oui, bien sûr, chez les premiers, il y a des coups de fût, enfin, il y a des accélérations et tout, mais la plupart des gens, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire que tout l'entraînement doit amener au fait qu'on fasse une sortie de 1 heure ou qu'on fasse une intensité. À chaque fois, dans nos portions d'intensité, dans nos sorties d'1 heure, on doit être capable de maintenir l'allure vraiment la plus régulière possible. Donc, c'est vraiment une qualité d'endurance. Maintenant, on appelle ça la durabilité, peu importe, mais en tout cas, cette qualité de maintenir une allure, c'est la première chose et c'est le point clé de la programmation. C'est-à-dire que nos séances, elles doivent tourner autour de là. Et c'est-à-dire que ça s'apprend aussi, c'est bête, hein, mais ça s'apprend avec un footing facile de 30 minutes. Justement, de dire, si je pars sur 30 minutes facile, je suis facile tout le long, la même allure. Après, on peut avoir des variations, mais de manière générale, c'est quand même ça. La première chose, au niveau cardio, le VO2 max, c'est pas un gros facteur de performance en marathon. Ouais, avec un VO2 max de 30, tu seras pas champion olympique, hein, mais c'est pas le plus gros truc. La taille du moteur, elle est importante, mais c'est pas le premier point. C'est d'arriver à être économe, et c'est en lien avec ce que je disais avant. Et pour être économe, il y a quand même une dimension neuromusculaire qui est importante. Donc en fait, une qualité d'endurance musculaire quand ça tape sur le bitume pendant un moment, qui est différente d'un trail. C'est une autre composante, mais cette composante musculaire, elle reste quand même très importante dans le marathon. On verra après comment on peut la bosser. Mais
Ok. Mm. Et du coup, comment est-ce que, parce que tu parles d'allure qu'il faut maintenir, Mhm. mais comment aussi travailler ces bonnes allures? C'est Ouais. vrai que souvent, c'est quelque chose qui revient, parce que est-ce qu'il faut travailler l'allure marathon? Est-ce qu'il faut travailler plus rapidement? Est-ce qu'il faut travailler du... En fait, j'ai l'impression que on travaille en endurance fondamentale, on n'est pas vraiment à l'allure du marathon, on Ouais. est très loin de l'allure marathon. Au fractionné, on est plus rapide. Au final, Mm. comment tu organises ces différentes vitesses par rapport à ton allure marathon? C'est une bonne question. Il y a autant de stratégies que de personnes. Euh, sur le... Ouais, on veut la Ouais, tienne. on va la mienne. Moi, je vais prendre mon cas perso, hein. Moi, Bah, si tu veux, mais après, ou pour les gens que je coach, c'est pareil. Mais moi, avant mon marathon, j'ai pas fait un pace. J'en ai fait un qui ressemble à peu près. Mais j'estimais que je pouvais mettre à peu près ce temps-là. J'ai fait une séance en me disant, OK, ça va un petit peu là-dedans. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent, c'est que pour moi, déjà, en plus, encore plus si c'est le premier marathon, on ne sait pas exactement le temps qu'on va mettre. Parce que tu vas prendre, par exemple, c'était dans ta liste de questions, à quel pourcentage de VMA? Si j'ai regardé un peu avant de venir, c'est entre 70 à 85% de VMA. Donc si VMA elle est à 12, enfin, j'ai fait des calculs parce que je les ai écrits parce que je suis quand même pas matheux. Si tu as 12 de VMA, tu vas le courir entre 8,4 et 10,2 km/h. Et si tu as 18, tu vas le courir entre 12,6 et 15,3. Enfin, toi, c'est la fourchette à Pantagruel, là, c'est énorme, tu peux hmm. pas. Donc en fait, c'est quelle cible à peu près je peux faire, ça c'est important. Et pour revenir un petit peu en fait, ça sort pas de nulle part, hein, c'est la moyenne des gens qui ont tant de VMA, ils ont mis enfin ceux qui ont mis ce temps-là, ils ont tant de VMA, donc ils ont calculé comme ça. Et après, bref, la prépa, c'est augmenter le niveau de confiance. Donc, en fait, peut-être que quelqu'un, pour augmenter son niveau de confiance, on va avoir besoin, ça m'arrive aussi avec certaines personnes, de lui faire faire pas mal de séances à cette allure-là, parce qu'il se connaît peut-être pas très bien, il a besoin de voir à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui se connaît déjà bien, qui sait là, dans ses pattes et dans sa tête, mais là, je sens bien que si je vais un peu plus vite, ça va tenir. Peut-être besoin de moins en faire. Et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de règle. La seule règle étant quand même que euh, il faut arriver à faire des sorties longues parce que c'est quand même la clé pour que ça passe, ou des enchaînements de sorties qui simulent la fatigue, et qu'il faut de temps en temps quand même monter un petit peu le cardio, soit à intensité un peu au-dessus, soit à intensité cible du marathon. C'est sûr que dans un monde idéal, il faudrait tout faire. La VMA au début, du tempo après de la marathon. Mais en fait, 3 mois, ça paraît long, mais ça reste quand même court. Pour peu qu'il y ait eu des vacances au milieu, une maladie ou je sais pas quoi, ce qu'on avait prévu, tu l'as sauté. J'ai eu le cas avec certains qui préparaient Paris. Donc, c'est pas absolument nécessaire d'aller à l'allure, contrairement à. C'est mieux si on vise quelque chose de très précis. Mais sur un premier marathon, je dirais aux gens de ne pas se prendre forcément trop la tête avec ça. Mais tu vois, par exemple, tous les trois, Pierre, Max et moi, on aimerait faire un marathon. Ouais. On se dit, ben vas-y, tu vas nous coacher, on se lance. Déjà, par quoi tu commencerais? Est-ce que tu nous ferais peut-être faire un test VMA? Qu'est-ce que tu nous conseillerais déjà de faire concrètement pour établir d'ailleurs ta planification d'entraînement? Non, je commencerai par les mêmes questions du début. Depuis combien de temps tu cours? Combien de fois par semaine? Est-ce que tu as déjà fait un effort, enfin récemment, qui était plus long que le marathon en termes de durée d'effort? Parce que ça peut Ok. jouer aussi. Euh, Ça peut jouer dans le sens où le cerveau, il a quand même une mémoire, hein, alors pas une mémoire d'il y a 10 ans, mais il y a quand même un truc, hein, si tu as fait ça. Et si tu n'en as pas fait, peut-être ça vaut le coup de le prendre 6 ou 7 mois et d'en faire un intermédiaire au milieu, genre un trail, juste pour aller faire ça. Si tu as besoin de débloquer la barrière mentale, toi, il y a plein de tout ça. Donc, je commence par là. Quand tu peux t'entendre une semaine, enfin vraiment de base, avant de m'occuper des outils, les outils, il n'y a que après. Et là, la plupart des gens ne testent pas. Ne pas que ça ne sert à rien. Donc, c'est que si tu as besoin de travailler à toute intensité, la VM, c'est un moyen pour de calibrer ta séance, si tu as besoin de la calibrer. Donc ça, si vous, dans la discussion qu'on a, on se dit, bah ouais, Alex, faut faire genre, on a besoin qu'on fasse de la vitesse. Bah, écoute, on peut faire un test de VMA et calibrer autour de là. À l'inverse, si Ok. tu me dis, je n'ai pas besoin, on va pas forcément en faire. Tu vois, le testing, en fait, ça reste un outil. Et j'aime bien cette phrase de Gaston Bachelard, c'est, il faut comprendre pour mesurer et non mesurer pour comprendre. Donc, en fait, tu fais un des tests, toute une batterie de tests dès le début, VMA, vitesse critique, tout ce que tu veux. T'es seul, machin. Si tu sais pas ce que tu cherches derrière, en fait, tu vas avoir un tas de données et tu vas pas savoir quoi en faire.
Donc, j'attaquerai pas forcément par faire un test de VMA. Et encore une fois, c'est ma conception à moi. Et il y a pas longtemps, j'ai discuté dans un podcast avec Bruno Heuby, qui est une des références dans l'entraînement sur 100 km. Le thème, c'était lui qui me coach pour mon ultramarin, mes 100 km. Et lui, dans sa méthodologie d'entraînement, c'est le VMA. Donc, je me suis coltiné un test de VMA. Je n'en avais pas fait depuis 10 ans. Je déteste ça. Mais si je voulais intégrer ce qu'il m'avait dit, bah, pour calibrer mes séances, je vais passer par VMA. Et chez certaines personnes, j'en fais faire. Chez d'autres, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on a besoin. Tu vois, par exemple, de prime Ok. abord, toi, t'as fait du trail long, t'as expérimenté, tu sais ce que c'est que d'être dans le dur, apparemment, il n'y a pas si longtemps encore. Peut-être qu'on va pas jouer sur les mêmes leviers que d'autres. Pierre, ça va peut-être être trop de choses. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu arrives à détecter du coup le facteur limitant. Peut-être que tu vois, Pierre, il aura plus besoin de travailler peut-être sa Mm, capacité à faire des bornes, peut-être moi plus le fractionner, peut-être que mm. Max, au contraire, tu sens qu'il peut-être il aura plus à travailler le seuil. Comment tu fais justement pour déterminer ça? Bah, disons que la base quand même qui est commune à beaucoup de personnes, en fait, c'est tout ce qui se passe entre les deux seuils. Parce qu'en fait, si tu veux, tes seuils, c'est pas un truc ultra précis, hein. Mais par contre, Tu même pourrais les si, déterminer, s'il te plaît, excuse-moi, ouais, juste pour expliquer aux gens ce que c'est les seuils mm, aussi, mm, même si je pense qu'ils savent, je vais mettre un petit ouais. coup de rappel, s'il te plaît. Ouais. En fait, il y a ce qu'on appelle deux seuils qui sont à la fois théoriques et pratiques, hein. En gros, on a deux systèmes, le système oxydatif avec principalement les lipides et un petit peu les glucides indirectement, et le système glycolytique avec les glycides et les glucides principalement. En gros, quand on est dans la très haute intensité, on utilise majoritairement des glucides. Je la fais très simple, hein, parce qu'on a besoin d'énergie qui est fournie Mhm. rapidement. Et quand on est à plus basse intensité, on utilise principalement des lipides. Mais on utilise toujours des glucides et des lipides au début et à la fin. Globalement, je la fais très simple. Et le premier seuil, il marque la rupture, en gros, où on passe d'une utilisation très majoritaire des lipides, pardon, à une utilisation un peu mixte des deux. Et le deuxième seuil, il marque le passage où on va utiliser principalement des glucides. On va faire très simple. Et en fait, l'entraînement, le corps, il cherche à être économe. Et en fait, l'entraînement, qu'est-ce que ça nous amène à faire? C'est à chercher le mix énergétique le plus économe. Donc, en gros, et c'est pour ça que je parle de ce qui se passe entre les deux seuils en termes de haute intensité. C'est super, pour la plupart des gens dans les sports d'endurance, l'enjeu, en fait, il est de maintenir une intensité sous-maximale pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une intensité max, c'est pas de courir à fond un marathon, sur le coup. Donc, en fait, c'est d'aller chercher ce qui se passe entre les deux pour que, à telle allure, par exemple, bah, quand tu devais basculer majoritairement sur les glucides, bah, à force d'y aller t'y exposer, bah, tu vas optimiser un peu plus ton mélange graisse-sucre et utiliser un petit peu plus les graisses. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Ouais. Donc, en fait, Ouais, 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 bien sûr, bien dis-moi. sûr, bien Ouais. sûr. Mm. Non, mais juste du coup, comment les gens concrètement ils peuvent mettre ça en Mm. place lors de leur entraînement, pour Voilà. ce travail entre les deux seuils, comment on peut faire? C'est ce qu'on appelle le tempo, ce qui est pas loin de l'allure au marathon, hein, finalement, même si l'allure, on va être précis avec des choses comme ça. C'est soit les pourcentages de fréquence cardiaque, soit un truc qui est très simple, et je vais m'adresser aux gens et qui marche très bien, c'est la capacité à parler. C'est-à-dire que, vu que la capacité à parler, elle est en lien avec la fréquence respiratoire, que la fréquence respiratoire, elle est en lien avec la fréquence cardiaque, hein, selon, forcément, plus on doit prendre d'oxygène, plus notre cœur pompe, moins on peut parler. Je résume très simplement, mais c'est quand même ça qui se passe. Et quand vous pouvez parler très facilement, c'est que vous êtes en dessous du premier seuil. Quand vous commencez à devoir reprendre votre souffle au milieu de la phrase, c'est que vous vous rapprochez de ce premier seuil. Et quand vous pouvez dire 4-5 mots, mais guère plus, et qu'après il faut reprendre le souffle, c'est que vous êtes un peu entre les deux. Quand vous pouvez plus rien dire, c'est que vous êtes proche du deuxième seuil et que c'est bientôt la fin. En gros, à peu de choses près. Donc pour travailler un peu entre les deux, ça peut les aider. C'est de se dire, les séances à basse intensité, je parle très facilement. Et un petit peu entre les deux seuils, c'est les allures où je vais déjà bien essouffler. Et ça, c'est un truc qui marche bien. Et si on Ok, parle en termes de RPE, qui est la cote d'effort de 1 à 10, c'est ce qui se situe autour de 7 sur 10. ok. Ouais, Mm. c'est une bonne allure intéressante. Et du coup, après, toi, c'est quoi du coup les différentes séances que tu mettrais? Tu mettrais Ouais. peut-être endurance fondamentale, il y a quoi? Seuil, c'est quoi les autres types d'efforts qui existent? Bah, de toute façon, principalement, c'est l'endurance Et, fondamentale. Ouais. Ça, c'est ok. sûr, Donc c'est là, c'est tout. la capacité à parler Ouais. tranquillement. À Paris tranquillement pour une Ok. Et simple et bonne après? raison. Ben oui. Alors après, justement, pour une simple et bonne raison, c'est que dans l'idéal, il faudrait faire toutes les séances à allure marathon.
Parce que comme ça, on serait tout le temps habitué à y aller, et puis on serait super fort à l'allure qu'on veut. Mais non, mais c'est vrai. Ou à l'allure 10 km si on fait des 10. Sauf que dans la réalité, imagine-toi que tu prépares un 10 bornes, par exemple, tu fais toutes tes séances à fond, quasiment. Je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Donc en gros, quand je parlais de consistance et de régularité, cette basse intensité, ça permet de s'entraîner très souvent. Donc ça, c'est vraiment la base de la progression. Et après, mais chez beaucoup de gens, c'est même pas ce que je mettrais, c'est ce que je mets. L'allure tempo, donc cette allure un peu entre les deux seuils. En fait, c'est de la haute intensité, moyennement intense, hein, pour faire simple. Ben ça, c'est l'enjeu pour beaucoup de gens. C'est pour ça que je parlais des seuils, c'est de maintenir une intensité assez élevée, mais pas trop, relativement longtemps. C'est ce qui se passe chez beaucoup de gens sur un marathon, sur un trail, sur tout ce que vous voulez, hein, hormis les ultras. Et du coup, bah, la plupart des séances à haute intensité, elles seraient faites là-dessus. Et après, selon ce qu'on a besoin de bosser, bah, peut-être faire de la VMA ou de la vitesse en début ou soit en début de préparation si on veut augmenter. Si on a le raisonnement de se dire, et les deux sont valables, hein, encore une fois, de se dire j'augmente déjà ma vitesse parce qu'en augmentant ma vitesse moyenne va augmenter. Si ma vitesse max augmente, que je suis capable de tenir, ma VMA, le reste va augmenter. Ça se tient. Sauf que le problème avec ça, enfin le problème, tous les systèmes ont un problème, hein, c'est que la forme, elle va monter super vite, mais ça va être plus dur de la garder après derrière. L'autre système qu'il peut y avoir, c'est de faire au tempo à intensité moyenne, où là, ça prend plus de temps à augmenter la vitesse moyenne, etc. Mais par contre, c'est plus stable derrière. Et là, la vitesse, on peut aussi la mettre par petites touches au milieu de tout ça, ou en fin de prépa, quand on se rapproche, en se disant, bon, bah, cette fois, là, je me sens bien et tout, je vais essayer d'augmenter un petit peu ma vitesse, parce qu'on sait que les seuils, surtout le deuxième, ils bougent très vite, en fait. Il suffit de quelques séances à très haute intensité pour progresser à court terme, mais c'est ce qu'on peut chercher dans une prépa. Donc les deux sont valables, mais la vitesse pure, chez la plupart des gens, hein, attention, hein, c'est pas le premier truc qui me viendrait en tête à mettre dans une prog. Ok, et du coup, tu commences à parler de planification, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment le but aussi du podcast, c'est que les gens puissent eux-mêmes faire leur petit entraînement sans se blesser. Donc, on a compris la progressivité. Donc, toi, comment du coup t'organiserais de façon claire, si tu voulais Mhm. résumer, peut-être en fonction aussi de différents niveaux et de profils, comment tu constitues un peu cette planification avec les différents blocs? Est-ce qu'on Ouais. pourrait sortir peut-être deux profils, je sais pas, un profil à 3h30, 4h et un autre plus vers les 3h par exemple. Je pense que c'est à peu près les gens qui vont nous Ouais. écouter. Bah, j'ai pris les vrais stats du coup, c'est ce que je vous ai dit avant, comme ça au moins je vais vous donner la répartition de l'entraînement. Alors j'ai 4 heures, 3h5, 3h25, 2h49 et comment dire, 3h et 2h35. Mais on va partir sur 4 heures. Par Mhm. exemple, Ouais. 3h59 d'ailleurs, j'y tiens. 4 heures, 3 heures, c'est Ouais, bien. Mm. Ouais. 3h50, c'est bien, ouais. 3h59, donc c'est une fille qui a commencé il y a 2 ans et c'est important la minute, autant que tu mettes 50, que tu mettes 3h50 ou 51, ça change rien, que tu mettes 3h59, 30 ou 4h01, Ok. 30, Quatre c'est heures plus la un. même, ouais. C'est pas la même. Et si je prends une répartition, je la fais vite parce que je vais lire, mais c'est pour comprendre. J'ai pris les 3 derniers mois sur 75 séances, par exemple, sur le profil, dans le bon 4 heures, il y a, en termes de nombre de séances, 30% de séances faciles, 20% de séances modérées, 9% de séances intensives, 2,5% de sorties longues, et puis après, 15% de renforcement musculaire. Mais ça, on y viendra après derrière. Chez Ok. quelqu'un qui est en 2h49, et les deux c'était leur premier, c'était les deux à Paris. Il a donc 20% de séances faciles, 7, ce qui me note mal, 52% de séances longues, 13% de séances intensives et 4% comment dire, de séances de renforcement musculaire. Les contenus, ils ont varié, hein, d'une personne à l'autre. Mais en gros, dans les deux cas, c'est la même chose dans le sens où il y a une grande majorité de séances à basse intensité. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que celui qui préparait il visait moins de 3 heures, là, donc il a mis 2h49. C'est sûr que pour viser 2h49 sur un premier marathon, et il s'entraînait 5 à 6 fois par semaine. Enfin, à un moment, bien sûr qu'il y en a qui vont mettre 2h30 en s'entraînant 4 fois, ça existe. Mais en tout cas, dans le process qu'on avait, il s'entraînait beaucoup. Donc lui, il avait une séance intensive par semaine en moyenne, parfois deux, rarement zéro, par exemple. Et à l'inverse, la fille qui pouvait s'entraîner que 4 à 5 fois par semaine, elle avait en moyenne une séance intensive par semaine, rarement deux, et parfois pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est plutôt ton temps à disposition. Et si je dois te donner un ratio,
c'est si je dois te donner un ratio là-dedans, c'est une séance intensive toutes les 5 séances en fait. À peu de choses près, c'est à peu près ça. Tu sais que si tu mets ça en place, c'est durable et que ton intensité, et je reviens sur entre les deux seuils et pas le surmaximal, tu dois essayer, sauf cas exceptionnel et si tu le cherches, d'être remis le lendemain. Je te dis pas de faire un marathon le lendemain, etc. Parce que il vaut mieux faire sur 12 semaines de préparation 11 intensités, dans ce que tu veux travailler, que d'en faire que 3, sauf si c'est un choix assumé, parce que en fait, si tu en as fait 3 trop intenses, ben après, t'es rôti et puis il n'y a plus personne dans le pantalon, pour faire très très simple. Donc ce ratio-là, Mm. ce que je conseille aux gens, et même sur le cas des 2,30, hein, il y a eu très très peu de séances très très dures. Par contre, la diff, on y viendra plus tard dans l'affûtage, mais pour le comprendre, celui qui met 2,50, 9 jours avant, il a une séance à 9 sur 10 en RPE qu'il n'a pas fini. Je l'ai prévenu avant et c'est une que j'ai inventée pour le mien de marathon, je l'ai pas fini non plus. Sauf que je lui dis, c'est pas grave si tu la finis pas, c'est pas le but. Et par contre, la fille sur 4 heures, évidemment, tu vas pas il y a aucun intérêt à mettre une séance qui peut aller à l'échec 10 jours avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça aussi qui est important. Ok, et est-ce que pour comprendre comment tu construis justement tes différentes séances, parce que tu Hmm. vois, tu parles de basse intensité, de fractionné, mais j'imagine que tu fais pas toujours les mêmes séances Non. et qu'il y a eu quand même une évolution dans ta Ouais. programmation. Comment est-ce que tu pourrais nous amener un petit peu du début jusqu'à la fin? Ouais. Bah, je vais prendre l'exemple, on va dire que les intensités modérées, c'est les footings d'1 heure à 1 heure et quart. Ça, c'est fixe à peu près tout le temps. Tu vois, pas à chaque séance, mais en gros, toute la prog, il y a peu de variations. Ensuite, sur la haute intensité, on va y venir dessus et après on viendra sur la sortie longue. Tu vas partir du principe que, et on va exclure la séance à allure marathon, on y viendra après. Mais sur le travail de développement à haute intensité, qui est du développement un peu plus physio, tu vas dire à la première séance, ton but du jeu, ça va être de passer 20 minutes au total à haute intensité, pour la faire très très simple. Et là, on parle toujours de fractionner, c'est de se dire, ben, 20 minutes d'un coup, c'est trop dur, donc je vais faire 2 fois 10. C'est vraiment un exemple. La première séance, la semaine 1, ça va être donc 2 fois 10 minutes. La deuxième séance, on va pas forcément augmenter la vitesse, parce que sinon c'est la course sans fin. On va plutôt augmenter le temps qu'on va passer à la même intensité. Sauf qu'au lieu d'y passer 20 minutes en faisant 2 fois 10, on va y passer 30 minutes en faisant 2 fois 15. La troisième séance, au lieu d'y passer 30 minutes, on va y passer 40. Et au lieu de faire 2 fois 15, on va faire 2 fois 20. Et ainsi de suite. Alors bien sûr que le but, c'est pas d'atteindre 8 heures à haute intensité. Au bout d'un moment, ça doit quand même s'arrêter. Mais tu vois, cette construction-là, elle fait ça, ce qui fait que ta séance intensive, et ça peut aider les gens pour la prog, la toute première séance, bah, elle va durer que 45 minutes, échauffement inclus, et ta dernière séance, elle va durer 1h45. Donc là, en fait, tu te rapproches déjà, quand tu as 1h45 avec l'intensité dedans, d'une sortie qui est déjà longue, qui est déjà coûteuse. Et ce qui veut dire que, et ça peut aider les gens, et c'est la plus grosse erreur à faire quand on fait une programmation, c'est que ta séance de 45 minutes au début, enfin ta haute intensité qui dure 45 minutes, tu peux très bien la placer le mercredi si ça t'arrange, parce que tu as ton mercredi, enfin c'est assez libre et tout, tu as 1 heure devant toi, tu peux faire une séance de 45 minutes. Quand tu arrives en fin de prépa, et c'est le cas chez les amateurs, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent scoltiner 1h45 de sortie en semaine, tu vois ce que je veux dire, après le boulot, surtout en se tirant dessus. Donc là, tu vas l'amener le week-end. Et ce qui fait que derrière, eh ben, on vient à la sortie longue. La sortie longue, elle peut faire, elle va dépendre aussi de pas mal de choses. Quelqu'un qui peut s'entraîner quasiment tous les jours, il n'a pas besoin de faire une sortie très longue pour le marathon, parce que son cumul dans la semaine, au fil des semaines, il est élevé. En vrai, avec une sortie de 2 heures et quart, 2 heures et demie dans sa prépa, voire deux, ça va suffire. Quelqu'un qui peut s'entraîner que 3 à 4 fois par semaine, bah là on va plutôt avoir intérêt à lui monter le curseur des sorties longues le dimanche progressivement. Donc ça va varier aussi. Mais pour en revenir à la sortie longue, bah, selon quand on va pouvoir placer sa haute intensité qui est importante, on n'en fait pas beaucoup, mais c'est important de le faire, et ben au bout d'un moment, elle va arriver le week-end. Donc en fait, c'est toujours un choix à faire, c'est est-ce que vous avez plutôt intérêt à aller jusqu'au bout et à passer du temps à haute intensité sur une sortie qui va durer quasiment 2 heures, ou plutôt à faire des sorties longues de 1 heure et demie, puis 1h45, puis 2 heures, 2 heures et quart, jusqu'à 3h30 par exemple. Et ça va pas toujours être compatible. Et après, il y a des petits jeux de programmation. Tu fais une longue le lendemain d'une grosse intense, ça fait progresser, mais c'est pas conseillé à tout le monde.
Tu fais une intense le lendemain d'une longue, ça fait progresser d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle la densité d'entraînement. En fait, il y a plein d'options. Et je pense qu'au début, il faut déterminer, et donc je m'adresse aux gens, il faut que vous déterminiez qu'est-ce que vous voulez faire à votre marathon et qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour réussir votre objectif principal dans ce marathon et éventuellement votre objectif secondaire, votre deuxième focus. Et à partir de là, ça vous dit quel type d'intensité il faut faire pour moi et les sorties longues, comment il faut les intégrer, est-ce que c'est prioritaire ou pas. Et moi, j'avais une question aussi au niveau de la charge d'entraînement et de ton évolution. Ouais. Comment tu les travailles? Est-ce que c'est vraiment linéaire? Ou est-ce que, par exemple, tu travailles sur des blocs de, par exemple, 2 semaines ou 3 semaines avec une semaine de Mhm. décharge? Et est-ce que tu pourrais aussi, après ça, excuse-moi, je t'utilise un petit peu, mais expliquer aussi aux gens le mécanisme de progression, comment Ouais. ça fonctionne aussi avec ce stress sur l'organisme, est-ce que tu peux l'expliquer aussi pour que les gens Ouais. comprennent? En fait, c'est les principes c'est les principes de base de l'entraînement, hein. La progressivité, la continuité, la variété et l'alternance. Et quand on parle d'alternance, c'est de l'alternance entre charge et repos. Ok? Il y a plusieurs moyens de le prendre, hein. Les cycles de cycler en faisant 2 semaines de travail, une semaine de régénération, ou 3 semaines de travail, une semaine de régénération, c'est une première manière de faire. Moi, je fonctionne pas forcément comme ça chez les amateurs pour une raison simple, c'est que les cycles sont trop souvent susceptibles d'être interrompus pour des raisons pro ou perso, pour X ou Y raison en fait. C'est-à-dire que si tu dis je pars sur 3 semaines de suite de charge, par exemple, moi, je suis flexible dans mon boulot, je peux le faire. Sauf si je tombe malade, je vais le tenir. Dans la plupart des cas, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et ce qui fait que ben c'est un peu plus risqué. Donc en fait, je parle plutôt sur l'alternance, sur des séances clés, la longue ou l'intensité, et le repos, en fait, il va se faire plutôt selon ce que je veux dans la période, et c'est pas forcément en nombre de jours, hein, etc. Les jours qui précèdent et les jours qui suivent. Si j'ai envie d'accumuler un truc de travail, je vais lui mettre pendant une dizaine de jours où ça va vraiment s'accumuler, ou si est-ce qu'il va lui faire que sa sortie longue, par exemple, la personne va être fatiguée parce que je cherche à ce qu'elle soit fatiguée sur sa sortie longue. Inversement, je vais décharger avant et après de façon forcément, mais je vais décharger après parce que avant et après parce que j'ai envie qu'elle soit fraîche sur sa sortie longue, qu'elle récupère et qu'après elle puisse reprendre un nouveau cycle de travail. Donc j'ai pas forcément le 2 plus 1 ou le 3 plus 1. C'est pas un modèle qui est faux, c'est juste que c'est un modèle qui est trop compliqué à maîtriser chez les amateurs. Pour moi. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à quantifier le stress d'une séance? Est-ce que tu fais un calcul ou par exemple tu demandes le RPE? Hmm. Donc par exemple, il te dit c'était une séance à 6 sur 10 Ouais. et qui a duré 120 minutes. Est-ce que Hmm. tu fais par exemple le RPE? Par exemple, je sentis que c'était une séance à moyenne intensité à Ouais. 5 et je multiplie ça par le temps Ouais. de travail. Est-ce que c'est des Ouais. choses que tu utilises? Oui, alors pour donner l'exemple, alors 120 fois 6, c'est dur à calculer. Donc on va dire 60 fois 2, par exemple, ça va être plus simple. C'est pour comprendre Ouais. la charge d'entraînement Ouais. qui arrive derrière. Enfin, c'est trop dur pour moi. En fait, le RPE, donc cette note de 1 à 10, c'est à la fois une consigne de séance, par exemple, en disant je vais être dans cette zone, et c'est à la fois un outil de quantification de charge, en gros. Et c'est pour que les gens comprennent. C'est la durée en minutes d'une séance multipliée par la difficulté de 1 à 10, pour la faire très simple. C'est-à-dire que c'est pour se dire que, par exemple, quand vous faites 1 heure d'entraînement, à RPE2 de 10, à RPE2 sur 10, donc qui est facile, ça fait une charge de 120. Si vous faites, donc 60 fois 2, ça fait 120. Si vous faites 1 heure, toujours la même chose, à RPE5, ça fait déjà 300. Donc c'est pas le même impact dans l'entraînement, pour que les gens comprennent un petit peu. Et donc ça, moi, le RPE, je m'en sers beaucoup avec les gens. Et par contre, c'est pour moi impossible à faire en autogestion. En tout cas, pour quantifier la charge, par exemple, pour moi, je le fais pas du tout parce que t'es pas assez objectif sur le coup. Par contre, je m'en sers beaucoup avec les gens, avec un code couleur. Vert, c'est facile, bleu, c'est modéré, orange, ça devient dur, et rouge, ça arrive des fois, mais il faut pas que ça arrive trop souvent. En gros, hein, pour faire simple, c'est l'intensité. Et j'ai ce code couleur, et quand j'ai une vision sur la prog des gens, je check un œil sur leur mois. Et si je vois qu'il y a que du orange partout, je me dis il y a un truc qui couille. Je peux gérer la. C'est une première. Non, mais c'est un vrai bon indicateur pour gérer la charge. Ouais. Ouais, Et vas-y. derrière, par exemple, quand tu vas avoir ton chiffre, donc par exemple Hmm. 120,
comment tu vas faire pour déterminer, par exemple, tu as fait, allez, on va dire 120 lundi, le lendemain, je fais 200. Et comment d'ailleurs tu vas déterminer, toi, le temps du coup de repos qu'il faut pour justement récupérer et progresser? Comment tu vas Mhm. déterminer ça du coup? Est-ce que tu as une règle? Est-ce que tu as un petit peu je sais pas, une Ouais. loi mathématique? Je sais pas. Si, après, il y a deux points que je regarde de loin. En fait, la séance isolée veut jamais rien dire. Déjà, ça, faut que les gens se mettent en tête. Tu peux avoir des séances qui sont avec un RPE qui n'était pas prévu ou une séance qui se passe mal ou etc. Il faut pas en tirer des grandes conclusions. On rate tous des séances, les gens ratent tous des séances. Donc, moi, j'essaie vraiment d'avoir une vision macro. Et donc, il y a déjà ça comme information. Et il y a aussi, regarde l'exemple, la séance à l'échec 9 jours avant le marathon. Le gars, il a pas réussi sa séance. Je savais que qu'il y a la possibilité qu'il ne réussisse pas, lui aussi, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. Si tu en tires des conclusions, parce qu'une séance où tu es fatigué, tu n'en tires pas grand-chose. Et après, à partir de ça, tu as des modèles mathématiques en fait qui sont sur des moyennes mobiles, c'est la charge sur 7 jours glissante, etc., etc., qui te donnent des indicateurs de monotonie, pas mal d'indicateurs sur la charge d'entraînement, où là, ça donne déjà une vision de ce qui se passe au sens large, mais ça remplace pas, par exemple, je parle en tant qu'entraîneur, le message, alors moi j'utilise Telegram, mais tu peux utiliser WhatsApp ou un SMS, ça c'est pas important. Le message que tu as avec la personne en disant, c'est un truc bête, hein, mais comment ça va en ce moment? Et la personne, elle te parle soit de l'entraînement, soit pas de l'entraînement d'ailleurs, et ça te donne le truc. Ou comment cette séance, elle s'est passée, par exemple, si tu veux aller un peu plus dans le détail. Et ça, c'est vraiment important pour quantifier cette charge-là. Et pour revenir aux amateurs, hormis des grosses périodes de bloc ou de vacances, etc., en fait, il faut se dire qu'ils ont un rythme de vie stable. C'est-à-dire que, enfin, stable. Un rythme d'entraînement stable. C'est-à-dire que souvent, c'est bête, mais ils font 40 minutes tous les lundis parce qu'ils veulent pas faire plus. 60 le mercredi et 70 le jeudi. C'est vraiment un exemple, hein, 70 minutes. Bah ça, Hmm. c'est une charge c'est une charge qui est fixe. Donc de toute façon, tu peux pas trop jouer dessus. Donc t'as pas forcément besoin de savoir comment il va récupérer parce que ça, c'est son entraînement de base. Par contre, tu sais à l'avance que si tu prépares et sans aller au score de charge, hein, qui peut être de 300, 600, etc., bah, que si tu lui as prévu une séance de 3 heures, le lendemain, c'est peut-être pas l'idée du siècle, sauf si tu as envie de le faire dans la progression, d'aller lui mettre une intensité. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la programmation, ça reste quand même du bon sens, en fait, finalement. C'est est-ce que tu as envie de fatiguer la personne, et ça arrive hein, sur une période, ou est-ce que tu as envie de pas la fatiguer et qu'elle soit vraiment bien sur ses séances? Et après, bah, du coup, bien sûr, il y a plein de choses qui influent dessus, mais je prends pas forcément en compte chaque séance en me disant, attends, mais là, il était à 150 au lieu de 120, bah merde, faut tout que je change. Faut laisser un peu Ok. les choses se faire, quoi. Ouais. Oui, du coup, pour de l'autogestion et ceux qui nous écoutent, le RPE fois cette méthode-là de calcul, tu la garderais pas. Mm. Et, euh, et du coup, sur quelqu'un qui veut se gérer en autonomie, mettons donc le profil 4 heures et profil 3 heures, tu disais donc si c'était profil 3 heures ou sub 3 heures, c'était 5-6 sorties par semaine, avec toujours pareil, une sortie sur 5 qui était à intensité Ouais. et, euh, et que 3 et entre guillemets que 5 ou que 4 pour celui qui était en 4 heures. Et pareil, une sortie sur 5 à intensité. Ouais, c'est à peu près ce ratio-là. Et après, des fois, il y en a qui vont supporter 2 intensités par semaine. Et c'est toujours la même notion de progressivité. C'est qu'au début, moi, je conseille plutôt aux gens d'attaquer à une. C'est ce que je fais avec certains où je veux passer à 2 par semaine parce qu'ils s'entraînent assez. Bah, t'essaies une séance par semaine. Puis après, au bout d'un moment, le mois suivant, tu dis, bah tiens, je vais essayer d'en remettre une deuxième, je vais voir comment ça passe. Et après, bon, ben, ok, ça passe ou non, ça passe pas, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et juste sur des stats j'ai le cas de 4 heures. Durée, tu vois, c'est progressif. En début janvier, la fille qui est en 4 heures, elle a fait 3 heures d'entraînement dans la semaine. Sa plus grosse semaine, elle était 6h26, elle était 3 semaines avant. Et sinon, sur ses moyennes, elle est à peu près à 4 heures par semaine. Donc ça, c'est assez variable et de temps en temps, il y a une semaine où tu montes un peu le curseur, mais tu sais que selon l'emploi du temps, et les gens, si vous êtes en autonomie, c'est pareil, hein, selon votre emploi du temps et tout, peut-être que c'est pas tenable. Et la personne, si on est sur, faut que je retrouve, sur les 3 heures, lui, sa plus grosse semaine, elle est aussi 3 semaines avant, il a fait 11h15 d'entraînement. C'est-à-dire qu'il a fait 141 km et la plupart du temps, il est plutôt autour de 9 heures d'entraînement. En fait, il y a quelque chose pour moi, hein, pour être consistant, d'un peu stable.
Il faut trouver, et la progressivité, elle peut se faire dans la stabilité. C'est 2-3 semaines de suite à 3 heures d'entraînement. Ensuite, soit on a besoin de récupérer, soit on n'a pas besoin de récupérer. 2-3 semaines de suite à 4h30. Et jusqu'où on peut aller. Puis là, peut-être qu'on sent que 5-6 heures, ah, ben là, c'est l'exception pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et du coup, ouais, Là, c'est un sacré investissement quand même, hein. Hmm. 9 heures d'entraînement, il faut savoir aussi si on a un objectif sub 3 heures, faut réaliser aussi à quoi ça Ouais. correspond en termes de contraintes horaires. Hmm. Ben, c'est qu'à la ouais, fois, moins de trop. et c'est et Ouais, aussi vas-y. Vas-y, 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 Alex. vas-y, Nico, vas-y. Non, Excuse-moi. mais ce que je voulais Non, dire, moi, c'est c'est que. la question que j'avais. Excuse-moi, Pierre. Voilà, je Ouais. finis juste par rapport à ma phrase, t'inquiète, c'est qu'on a, on a un peu décalé. C'est qu'en fait, juste au niveau de ton volume, si je comprends bien, le plus important pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est qu'il soit vraiment progressif et qu'on n'ait Ouais. pas un moment où on descend pour ensuite finir le marathon, c'est ça? Enfin, on parlera de l'affûtage, mais hormis Ouais. l'affûtage, le but, c'est de Hmm. toujours, en fait, progressivement monter en termes de volume au niveau des semaines, c'est bien ça? Ouais, et alors pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas avoir des plateaux. Tu vois, pendant 2-3 semaines de suite, monter un petit peu le curseur et voir ce que ça donne, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour pouvoir monter le volume, c'est dur. Moi, j'ai fait l'erreur sur moi il y a pas longtemps, mais ce que je voulais essayer, j'ai monté et l'intensité et le volume. Je suis en train de le payer, par exemple, en ce moment. C'est pas grave parce que je suis loin de l'objectif, mais il y a pas trop de secrets. Et sur l'autogestion, un truc important qui peut marcher. Oui, bah, je fais des. De toute façon, quand c'est pour nous, c'est comme les kinés, j'imagine. On est toujours plus malin que les autres et plus fort. Donc, ce qu'on dit de pas faire aux autres, on essaye pour nous, pour vérifier quand même si c'est toujours vrai. On le fait. Mais, mais tu vois, il y a un truc qui marche bien en Et autogestion. Ouais. pour les, pour les gens, du coup, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais plutôt d'augmenter du coup, l'intensité ou plutôt d'augmenter la sortie longue? Vu qu'on peut pas Mm, augmenter les deux en même temps, pour toi, le mm, plus important, ça serait lequel, du coup? J'imagine il y a des ouais, profils et pour quel mm. profil correspond à... Bah, en fait, quand même, ton volume va. Si tu as un schéma progressif d'intensité, toi, où je te disais au début, tu vas passer 20 minutes, puis 30, etc., bah, mécaniquement, ton volume, il va augmenter, puisque ta durée de ta séance à haute intensité, elle va aussi augmenter. Donc, en fait, moi, s'il y a un curseur à monter en premier, c'est la fréquence. En deuxième, c'est le volume. Et en troisième, c'est l'intensité. Et comme conseil d'autogestion, il y a un truc qui marche très bien, c'est l'envie de courir. Tant que vous avez envie de courir, généralement, c'est que ça va bien. Quand vous traînez la patte 2-3 jours de suite, c'est beaucoup plus précis, enfin 2-3 ou 5-6, enfin peu importe, mais sur une période, c'est beaucoup plus précis que le RPE, que votre montre ou que tout ce que vous voulez, hein. C'est qu'il y a un truc que votre corps dit, bon, on se calme un petit peu, c'est pas grave. Et ça, c'est important, hein, de l'avoir. Bien sûr. Et est-ce que tu fais des week-ends chocs, par exemple? Est-ce que tu en places un petit peu dans ta préparation? Est-ce que tu mets, par exemple, un gros volume d'entraînement à un moment? Mm. Et est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou pas spécialement? Eh ben, sur le marathon, c'est sûr que c'est pas nécessaire. Et ça veut pas dire que je m'en sers pas et j'y viendrai. C'est pas il y a rien qui est indispensable, mais encore moins sur le coup pour le marathon. Et c'est pareil, hein, quand je redis que quelqu'un pour faire moins de 3 heures, 5-6 séances, c'est ce que moi j'estime pour que le projet se passe bien. Il y en aura toujours à 4 séances avec qui ça se passe bien. Il faut toujours, c'est pas la méthode unique, hein. C'est juste un petit peu remettre en perspective. Et ce que disait Pierre, il a vraiment raison, c'est que sur le premier marathon, oui, 9-10 heures par semaine, c'est pas toutes les semaines, mais c'est quand même souvent dans la prépa. Euh, il faut être moins de 3 heures, par exemple, c'est pas un truc de fou chez quelqu'un de sportif. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour Kipchoge parce qu'il y a moins de 3 heures, hein. Enfin, franchement, il y a des milliers de gens qui le font tous les ans, mais ça suppose de s'y mettre, sauf si on est doué, ou sauf sur plein de raisons. Donc ça, je ressente là-dessus. Et après, donc les week-end shocks, pas forcément, mais les enchaînements intensité et sortie longue, ce qui est un petit bloc, tu vois, un mini week-end shock sur le marathon, ça, chez des gens qui sont très expérimentés ou qui ont cet objectif là de 3 heures, lui, je lui ai fait faire, c'est sûr que c'est intéressant. Chez les personnes qui ont un objectif de 4 heures, pour moi, c'est à peine moins intéressant. Je préfère plutôt aller, je le fais un petit peu, mais je monte moins les curseurs, toi, par rapport à ça. C'est vraiment la régularité la clé. Et dans ce cas-là, ça anticipe un peu sur l'affûtage, mais c'est en lien avec la sortie longue. La plupart des gens, on va faire une sortie longue 3 semaines avant. La dernière longue va être 3 semaines avant. Mais il y a d'autres gens, elle va être 2 semaines avant. Moi, ma dernière grosse, c'était 10 jours avant. Et il y a certaines personnes, je leur ai fait une sortie longue, dont une sortie de 3 heures, 8 jours avant. Parce qu'en fait, ça va tellement dépendre du contexte et de
qu'il a envie que ça se passe dans le marathon, parce qu'il faut aussi se dire un truc, c'est que euh, il faut être prêt à ce qui va se passer le jour J, mais si tu cours régulièrement depuis 6 mois, a priori, tu fais une sortie, quand tu prépares un marathon, quel que soit ton niveau, si tu fais une sortie de 3 heures, si t'es parmi 8 jours plus tard, c'est qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé. J'ai pas dit qu'il fallait la faire à chaque fois, mais c'est que dans ta préparation, il y a un truc qui couille quand même, c'est que t'es pas prêt à faire cet effort-là. Euh, je te parle de 3 heures, pas à fond, hein, mais en tout cas, donc en fait, ça va vraiment Oui. dépendre des cas de figure, et c'est pour ça que je me méfie la plupart des temps, quand la préparation s'est bien passée. Généralement, oui, la sortie longue, 3 semaines avant, c'est suffisant, ou 2 semaines éventuellement, et après on peut décharger, c'est la logique. Mais n'empêche qu'il y a des cas où c'est même pas l'exception qui confirme la règle, ça dépend tellement de paramètres que il faut pas. J'ai du mal à être affirmatif dans l'entraînement, et encore plus par rapport à ça. J'ai un peu débordé sur la suite, mais c'est important parce que c'est en lien avec le volume et l'intensité finalement. Ouais, bien sûr. Et tu conseillerais aux gens d'aller toucher combien, par exemple, avant de faire un marathon? En fin de prépa, est-ce que tu conseilles aux gens d'aller toucher peut-être un 30 km, un 25, un 20, un 35? Qu'est-ce que Ouais. tu commandes? En fonction des niveaux, peut-être aussi, ça dépend, Ouais. hein. Ben, c'est en fonction des niveaux et c'est en fonction, quoi qu'on en dise. Tout le monde dit qu'il faut pas se rassurer, enfin que la fin, et c'est pas le moment de se rassurer. Tout le monde veut se rassurer, c'est normal, c'est la fin. Et je sais que par exemple, moi, la mienne de 2 semaines avant, j'ai fait 38 parce que je savais qu'il fallait que je fasse 38. Donc mes 10 dernières minutes, j'ai fait des tours du pâté de maison. Enfin, j'exagère pour atteindre 38 km. Ce qui dans l'absolu servait absolument à rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, ça a aidé à le Hmm. faire. En fait, on dit souvent, il faudrait 2 tiers ou 4/5 de la durée prévue. Mais ça va dépendre. J'en ai, tu vois, la mienne a duré 2h38, la plus longue, pour 2h52. Clément, je pense qu'elle a mis 2h49, elle a duré à peu près ce temps-là. Et Annelise qui a mis 4 heures, je peux vous la trouver, elle a duré, elle a mis sortie longue, Là, tu elle est parles là. d'heures, mais et un Ouais, kilomètre, d'heure. ça fait Mais quoi? en kilomètres, je vais te la donner aussi, justement, sortie longue, elle a mis 3h02 et sa sortie longue, 32 km finalement. Ok. Ouais, c'est Et quand si même je. Oui, aller pour se chercher les, rassurer. à chercher les 30, ouais. Ouais, mais elle, C'est ça. c'était pour Et moi. 30 en 3 heures. Elle Ouais. s'est dit 40 en 4 heures, c'est bon. Ben ouais, mais après, c'est même pas moi qui donne la consigne, hein. Je lui ai dit. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que chez les gens qui courent pas ultra vite, et c'est pas péjoratif ce que je dis ça, c'est pas le même enjeu de l'allure marathon. Parce qu'en fait, le marathon, il va être couru à une allure de footing assez actif pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas la même chose. T'as pas besoin d'être exposé à cette. En fait, finalement, ton allure d'entraînement, tu vois, et ça, c'est important, c'est vrai que tu fais bien de le dire, hein. Ton allure d'entraînement de footing, en fait, ça va être presque être ton allure marathon. Pas de footing facile, hein, mais de footing un peu actif, ça va presque être ton allure marathon, en fait, finalement, un peu de choses près. Et sauf que l'enjeu, c'est qu'il faut être capable de la tenir beaucoup plus longtemps. Et chez quelqu'un d'expérimenté, c'est le cas, par exemple, moi, je prépare un 100 bornes, bon, c'est trail, mais c'est roulant. Et ben, c'est mon allure de footing, je dois la tenir pendant 9 heures. Et eux, il faut qu'ils la tiennent pendant 4 heures. Et puis moi, c'est super. Et quelqu'un qui est super fort sur 100 km, ce qui n'est pas mon cas, bah lui, c'est comme moi sur le marathon, par exemple. Lui, c'est pas son air footing qu'il vise. Et s'il faisait 200 km, bah, ça serait peut-être son air footing. Je sais pas si vous voyez le raisonnement. Mais toi, il y a ça aussi. Il Ouais, bien sûr. faut pas se prendre aussi la tête avec ce pace. Ouais, vas-y. Mais moi, je suis désolé, je vais t'embêter avec le pace, mais parce qu'au final, tu parles beaucoup pour les gens qui veulent faire un chrono, par Ouais. exemple, c'est vrai qu'on parle de basse intensité, on peut parler de seuil, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'aller travailler, par exemple, de faire des séances où pendant 3 km, 4 km, tu vas travailler Mhm. ta vitesse sur le marathon, parce que peut-être qu'il y a aussi des adaptations, une économie de course que tu vas travailler spécifique justement à cette vitesse-là, ou est-ce que cette économie de course, tu la travailles peu importe. Ou est-ce qu'il y a quand même un intérêt à aller la travailler aussi à cette vitesse cible? Non, c'est vrai ce que tu dis. De toute façon, quand on connaît une allure, enfin quand on a exploré l'allure plusieurs fois, on la connaît mieux et du coup on s'y adapte. Donc ça, c'est vrai aussi. Et une autre stratégie, c'est pas celle que j'adopte le plus souvent avec les gens, mais qui marcherait peut-être aussi, c'est de se dire, ben, sur 12 semaines de prépa, enfin si j'ai fait quelque chose avant, tu vois ce que je veux dire. La première fois, ben, j'ai une séance de 3/4 d'heure, dont 5 minutes à l'allure pace, et après j'en ai 10 et ainsi de suite pour aller jusqu'au bout. Ça pourrait marcher aussi, et ça dépend vraiment de comment la personne se connaît et où elle en est dans sa préparation et dans son projet. Et ça dépend vraiment du niveau de confiance. Et
Sur le coup, sans vanter Clem qui met 2,49 là, ou sans me vanter moi, on se connaît bien. Donc en fait, en une séance, on se disait que parce qu'on n'avait pas un objectif, si tu veux, on avait par exemple les deux le même objectif, c'est moins de 3 heures, et on savait que si ça allait mieux, on irait plus vite, autour de 2,50. Et en fait, qu'on mette 2,49, 2,52 ou 2,56, bah quand tu as mis 2,52, tu te dis bah c'est nul si je fais 2,56, mais avant de faire le marathon, en fait, on n'était pas à 5 minutes près. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le travail en haute intensité Ouais, bien sûr. suffisait. Et je pense que quelqu'un qui veut finir le marathon en 4 heures, par exemple, il n'est pas entre guillemets à 5 minutes près. Enfin, je me comprends, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui marche bien, par exemple, j'y viens dessus, c'est les meneurs d'allure. Et tu vois, quand tu es dans l'euphorie de la course et quand tu as fait ton affûtage, si tu l'as fait bien fait, tu es frais, tu es dans l'euphorie, tu suis ton meneur. Donc en fait, ton pace, c'est peut-être une zone où tu te dis, ok, ça, je l'ai testé, je pense que je peux le tenir le jour J. Parce qu'en fait, si tu n'as jamais fait de marathon, parce que là, on parle beaucoup du premier marathon, tu sais pas ce que tu es capable de faire le jour J. Et tu parlais des pourcentages de VMA. euh, si je prends mon cas sur le coup, si je me réfère à ce qui est annoncé partout, mon marathon, il est censé être courir en 3,14 et il se fait en 2,52. Et les plus pessimistes sont 3,25 parce que 18 de VMA, ils estiment ça. Tu vois, et tant que tu l'as pas fait, et c'est pour ça que je me méfie des tests et peut-être des paces, parce que j'aime bien que les gens explorent. Tant que tu l'as pas fait, tant que t'as pas fait ton chemin, tu sais pas de quoi tu es capable. Alors bien sûr, tu sais que t'es. Moi, je Mais savais que j'étais pas capable de mettre 2h30, hein, on va pas se mentir. Mais non, mais c'est Et vrai. pour les gens qui ont déjà fait un marathon, pour les gens Ouais. qui ont déjà fait un marathon, par exemple, je sais pas, un 3,25, ils veulent se dire, ben, j'ai un an et mon objectif, c'est faire Hmm. sous les 3 heures. Est-ce que du coup, tu vois, pour ces gens-là, tu Hmm. leur conseillerais dans leur sortie longue d'intégrer peut-être ce Ouais. pace-là? Je sais pas, 3 heures, ça doit faire quoi? Ça doit faire ça fait quoi, 4,17, 4,15. c'est ça à peu près? 4,15, peut-être, ouais, Ouais, 4,15 par là, ouais. 4,15. Ouais. Est-ce que du Oh, coup, peut-être plus. est-ce Ouais. que tu leur conseillerais dans leur sortie longue Hmm. de commencer à augmenter progressivement et de faire un peu du fractionné avec ce pace-là ou comment tu organiserais ça? Ouais, eux plus sur le coup. Ça veut pas dire que ça, je le fais faire à personne, hein. Il y a des gens où je leur fais faire, ils ont 3, 4 séances avant le marathon, mais je le fais pas systématiquement. Par contre, quelqu'un qui se dit, mes 3,25 par exemple, ah, j'étais bien au taquet, etc. Bah là, j'ai envie de jouer. Donc tiens, je vais essayer de voir en 3,15. Bah, je vais essayer de m'approprier l'allure de plus en plus parce que cette fois, je suis plus dans la découverte et j'ai envie d'aller faire mieux. Et ça peut être un moyen. Après, le deuxième marathon, il y a un autre problème, à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que quand tu connais déjà, c'est pas sûr que le deuxième se passe mieux, parce que le premier, justement, tu y allais la fleur au fusil, détendu, enfin stressé, parce que évidemment, personne dort la nuit qui précède, hein, tu vois ce que je veux dire, et 4 jours avant, tout le monde pense qu'il va pas finir y arriver, mais ça c'est autre chose, mais toi, tu y allais dans la découverte et tout, ça s'est bien passé, et le deuxième, tu peux avoir le risque de te mettre la pression en te disant, ah, putain, etc., et toi, je vais aller chercher ce temps-là, et que ça se passe un petit peu moins bien. Par contre, effectivement, Hmm. d'aller bosser sur le pace, ça peut être intéressant. Mais par exemple, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de règle et c'est dur pour moi de parler des meilleurs mondiaux parce que je les entraîne pas. Mais je suis presque sûr que parmi les meilleurs mondiaux, il y en a qui bossent énormément au pace et il y en a qui bossent pas du tout, par exemple. Pas du tout, je me comprends, hein, mais très peu. Ok. Je mets ma main à couper qu'il y a forcément Et, des gens dedans. et ça serait quoi à peu près? Parce que c'est vrai que travailler au pace, c'est quand même, ça peut être fatigant avant un marathon. Mm. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup en termes de volume maximum au pace avant un marathon? Peut-être ne Euh, pas conseiller aux gens de faire peut-être 20 kilomètres à vitesse marathon 3 semaines avant leur marathon, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent si, avoir un sens? Si, mais en fait, quand Si? tu vas, oui, oui, moi, j'ai par défaut, il y en a, ils ont fait 20 bornes, 30 bornes allure marathon 3 semaines avant, justement parce que, en fait, c'est là que si tu mets du pace dedans, c'est juste que ta sortie longue, elle inclut du pace. Donc, tu peux pas faire et de la sortie longue et encore du pace le lendemain et encore une intensité dans la semaine, par exemple. C'est que, par exemple, ta stratégie, elle est de te dire, j'augmente progressivement et la durée de ma sortie longue et le temps que je passe à allure marathon dans ma sortie longue. Et ça, c'est une stratégie qui est valable. Je l'utilise avec certaines personnes aussi. J'essaie juste de faire passer le message. Alors, j'espère que c'est quand même concret pour les gens, mais que c'est pas blanc ou noir. Tu vois, c'est pas, c'est comme ça. Et si tu fais pas comme ça, t'es le dernier des idiots. Ben non. Qu'est-ce que t'as besoin? Et c'est un truc bête, mais je donne l'anecdote.
Moi, je m'étais coltiné que 1 mois et demi de bitume, mais je pense que pour un marathon, il faut faire beaucoup de bitume, mais je savais que mentalement, je pouvais pas faire plus d'1 mois et demi. 6 jours à mon marathon, j'en avais marre, mais vraiment. En plus, je stressais, parce que quand tu t'affûtes, tu stresses. Bah, j'ai fait 10 bornes avec 500 de D+, 500 de D-, j'en avais pas fait depuis un mois, j'ai eu mal aux pattes pendant 3 jours. Mais tu vois ce que je veux dire, j'étais content, ça m'a fait du bien. Tu vois, donc après, il faut aussi pouvoir. Tu vois, je veux dire aux gens, vous enfermez pas dans un truc trop rigide parce que c'est déjà long. Et le vrai enjeu pour qu'il se passe bien, euh, peut-être à moins de vouloir être champion du monde, mais c'est de courir le plus souvent possible et de vous éclater, d'avoir envie d'aller courir. Et par contre, il y a des moments où vous n'aurez pas envie, il faudra y aller quand même. Et si ça persiste pendant Et, 5-6 séances, faut couper. pas bon. Ouais. Et t'en parlais justement de l'affûtage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait pour... Parce que le but de l'affûtage aussi, expliquer que c'est amener un pic de forme, j'imagine. Je te Ouais. laisserai le dire. Et à quel moment tu conseilles de couper, de baisser, enfin, comment on organise ça? En fait, il faudrait, et c'est pour ça que pour faire un vrai affûtage, pour moi, il faut déjà être expérimenté. Parce qu'en fait, personne réagit de la même manière à la décharge. De toute façon, donc ça veut dire qu'il faudrait, dans l'idéal, quand tu as des compètes préparatoires ou quand dans ta prépa, bah, faire des grosses, et c'est là que ça peut servir, des grosses périodes de charge et des grosses périodes de décharge. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour voir comment tu te sens. Bah, quand tu as beaucoup travaillé, ben, si tu décharges une semaine, comment tu te sens 3 jours après, 5 jours après, 15 jours après. Donc, ce qui fait qu'en fait, si tu as ce schéma-là pour faire de la perf, bah, ta prep, en fait, elle s'allonge. Parce qu'en 3 mois, tu n'as pas le temps de faire toutes ces étapes-là. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au début. Pour faire un marathon, tu n'es pas obligé d'être passé par la case semi. Mais si tu veux le faire du mieux possible, tu es quand même obligé d'être passé par de l'expérimentation dans ton historique de course, tu vois, pour savoir un petit peu comment ça marche. Et là où il n'y a pas de règle, c'est que, euh, tu vois, je sais que moi, par exemple, 10 jours, ça me suffit. Et là, j'ai fait 15 jours, j'ai coupé beaucoup trop vite parce que pour des raisons d'apéritif, j'ai pas fait les séances que je voulais 2 semaines avant, donc du coup, j'ai coupé beaucoup trop vite. J'ai rien fait pendant 2 jours et je me suis mis 10 jours d'enfer. Et jusqu'à 3 jours avant le marathon, c'était horrible parce que c'est pas comme une drogue, je devrais pas le dire comme ça, mais si, en fait, t'es sevré d'un coup et du coup, ton corps, il comprend pas ce qui se passe, du coup, c'est vraiment pas rigolo. Et par contre, si je dis aux gens, si vous voulez faire un affûtage, vous faites le choix de le faire parce que vous pensez que c'est bien. Il faut pas, au bout de 4-5 jours, parce que vous vous sentez pas bien, dire, oh merde, ça va plus, je retourne remettre les bouchées doubles, sinon ça va pas bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important. Et l'affûtage, il peut être fait chez des gens qui préparaient le marathon sur 4 heures, là. J'aurais placé une dernière, ou même 3:30, ouais. J'aurais placé leur dernière sortie longue entre 8 et 10 jours avant. Donc en fait, l'affûtage, il s'est fait sur une semaine. Parce que eux, leur enjeu, ils s'entraînent et c'est pas un jugement, 3-4 fois par semaine. Donc en fait, je vais pas. Il faut qu'ils s'exposent en fait pour que ça se passe bien le jour J. Par contre, si ta prep s'est très Ok. bien passée, peut-être que 3 semaines avant, tu peux le faire. Ou 2 semaines avant, ça peut suffire. Et c'est juste. En fait, l'affûtage, on parle toujours de la physio, mais on oublie un truc, c'est qu'il sert à ce que mentalement, on soit confiant et on ait les crocs le jour J. Donc en fait, si ta manière d'être confiant et d'avoir les crocs le jour J, c'est de faire du jus pendant 2 ou 3 semaines, fais-le. Si ta manière, c'est de maintenir quand même une activité euh, régulière, alors je te dis pas de courir 2 heures la veille, hein, etc., mais de te dire j'ai besoin de ça, fais-le. Par contre, c'est sûr que quand on rentre dans la phase finale, la plus grosse erreur, sauf si ça a été projeté avant, c'est de se rassurer. C'est que si tu as prévu de mettre une sortie longue 8 jours avant, parce que tu l'as construit depuis 6 semaines, comme je le fais avec certains, tu l'as fait, parce que c'est ta stratégie, tu l'assumes, c'est comme ça, et ça peut marcher, parce que tu as anticipé avant, tu as prévu après. Si tu n'avais pas du tout prévu de faire ça, et puis que 6 jours avant, tu dis non mais attends, là c'est la panique, c'est le marathon, allez, je vais me refaire un petit pace, là, à 1h30, 2 heures, c'est pas long, hein. C'est plus compliqué, tu vois, pour que ça se passe bien. Hmm. Et, ouais, Max, vas-y. Ouais. Moi, j'avais une question, c'est si jamais justement tu parlais d'imprévu, mais qu'il t'arrive un imprévu, je sais pas, au bout de 6 semaines de préparation, Ouais. pendant une semaine, tu dois réduire le volume. Tu repars d'où dans ta prépa? Tu repars de la semaine 6, tu le fais au feeling, C'est une vraie bonne question. Tu le fais forcément au feeling, quoi qu'il en soit, et selon le passif de la personne. Parce qu'en fait, si tu t'entraînes depuis 30 semaines,
Si tu fais une semaine j'exagère, mais si tu fais une semaine de coupure et que tu reprends, tu peux reprendre où t'en étais à peu de choses près. Et ça rejoint l'affûtage finalement. C'est que l'affûtage, t'as rien fait pendant 15 jours, j'exagère, mais presque rien fait pendant 15 jours, tu fais ton marathon, il se passe rien de mal. Et t'as mal aux jambes pendant 2 jours après, mais après t'es pas, tu dois t'en remettre psychologiquement parce qu'il y a la notion d'objectif, mais toi, si ta prep elle est bonne, t'es pas foutu quoi. Enfin, tu vois, tu peux courir 3 jours après. C'est pas conseillé, Ouais. mais tu pourrais. Et donc ça va vraiment dépendre de ça. Et par contre, parce que j'ai forcément le cas dans les gens que je coach, hein, j'ai eu 2, 3 cas où ça se passait pas comme ils voulaient. Si c'est pas un coureur expérimenté et régulier depuis assez longtemps, là, t'as presque meilleur temps de refaire une montée progressive, par exemple. Tu vas pas reprendre où t'en étais. C'est Et intéressant. Comment tu dis? Ouais, c'est et- intéressant. C'est un Ouais. stress, ça peut être un stress pour les gens de dire ah merde, putain, je vais foirer ma prépa. Alors qu'en fait, des fois, il vaut mieux pas pousser, il vaut mieux s'écouter, se calmer un peu, plutôt que de Hmm. tirer et c'est de Et, passer en plein vol, quoi. c'est pour ça que c'est le problème de s'y prendre 3 mois à l'avance. Enfin, sans avoir un passif derrière, parce que si tu t'y prends depuis 6 ou 7 mois, en fait, bah, une semaine sur 6 ou 7 mois, si tu regardes bien, c'est rien, quoi. Et tu pourrais même être malade 2 semaines avant. Écoute, bah, si tu es malade 2 semaines avant et que tu es bien entraîné, là, ça vaut peut-être le coup de te réactiver au lieu de faire un affûtage en début de semaine, sans vouloir tout rattraper, mais en faisant une bonne vraie séance pour reprendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'options, ça dépend des cas. Et c'est pour ça que je réincite les gens à on dit 3 mois, mais c'est 3 mois de prépa pour le marathon, parce que c'est long sinon mentalement. Mais en vrai, il faut 6, 7 mois. Je conseille, hein, en tout cas, pour prendre le temps. De toute façon, on l'a tous fait. T'as des jours, Ouais. t'as des jours où tu n'étais pas en forme et des fois, t'as pas couru depuis. Bon, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais bref, t'as pas couru depuis une semaine. Bah, tu voles le jour une semaine plus tard. Non, mais c'est vrai. Ouais, Et vas-y. juste pour revenir à l'affûtage, qu'est-ce que pour les gens qui ont peut-être qui veulent courir en 3 heures, qu'est-ce que tu leur conseilles, même s'ils se connaissent, pour toi un affûtage idéal, pour donner une idée aux gens, ça serait quoi? Ben, on va dire aller entre 15 jours et 10 jours. Ça serait du coup on a cette montée progressive du volume. Et après comment ça se passe? Tu essayes Ouais. pareil de descendre progressivement. Comment tu Hmm. organises ça? Ou est-ce que tu coupes et tu reprends un peu après? Est-ce que tu peux donner des clés aux Ouais. gens pour construire cet affûtage? Bah, c'est super intéressant ce que tu dis et justement parce qu'il y a 2 stratégies et je vais les donner les deux justement aux gens. Bah, après selon Musica, donc qui est le spécialiste mondial de l'affûtage, c'est pareil, c'est une baisse du volume entre 40 et 70%. Alors c'est pas lui qui est pas précis, hein, c'est qu'il étudie ce que font les gens. Mais 40 ou 70%, c'est quand même pas la même, hein. C'est comme 70 à 85% de VMA, donc ça va dépendre des gens. Hmm. Euh, on va partir de la dernière semaine avant. Je vais vous donner ce que je fais dans la plupart des cas pour les gens, chez des gens qui sont, bah, chez un peu tout le monde, sauf que le type d'intensité et le volume varient, toi, pour faire simple. Généralement, le lundi, il y a repos, souvent, ou le dimanche ou le lundi, mais peu importe. Le mardi, il y a quand même un footing qui fait 1 heure, 1 heure et quart, parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, si au bout d'1 heure et quart, tu es complètement en vrac, je suis pas sûr que ça veut dire que 5 jours après, tu puisses en courir 3 ou 4 heures, tu vois. Donc il y a juste ça, un footing comme ça. Le mercredi, un rappel d'intensité. Le jeudi, repos. Non, le jeudi, un footing facile. Et quand je dis rappel d'intensité, c'est pas longtemps, hein, c'est au choix. Généralement, je leur donne le choix d'ailleurs, mais tu peux faire du pace, tu peux faire un peu plus vite que le pace, etc. Le jeudi, easy run 30-40 minutes. Avant, veille, repos. Et la veille, un petit footing. Et sauf si les gens, et ça, l'entraînement, il sert à ça. J'ai des gens, en fait, ils veulent rien faire la veille parce que ils ont besoin de ça, donc ils font un footing l'avant-veille et rien la veille. Tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, ça reste quand même quasiment la même fréquence, à peine réduite. Et avec le volume qui a diminué, et l'intensité, moi ça me fait rire quand on dit que l'intensité doit être maintenue, elle doit être maintenue dans la fréquence, hein. Mais si ta dernière séance d'intensité, c'était une séance d'1 h 45 de tempo, j'aimerais bien savoir si 5 jours avant le marathon, tu vas maintenir 1 h 45 au tempo. Enfin, à un moment, il faut quand même être. Enfin, faut voir ce qui se passe sur le terrain, il faut se rendre compte de ça. Mais en gros, ouais, Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. juste par rapport à, tu parles d'intensité, ma question c'était, est-ce que tu dis qu'il faut la conserver, mais est-ce que du coup tu baisses le temps de la séance ou est-ce que tu Ouais. baisses aussi ta vitesse au niveau de l'intensité? Qu'est-ce que tu fais ou les deux? Ça dépend vraiment, mais si on est sur le pace, par exemple, toi sur le marathon, souvent le mardi, ce que les gens, j'en discute avec eux, ce qu'ils ont le choix, mais c'est refais ton pace du marathon sur le coup, ou fais ton pace que tu vas devoir tenir dimanche et
tu fais 2-3 sessions de 4-5 minutes. C'est un peu plus structuré, mais pour que les gens comprennent, juste pour remémoriser un petit coup, etc. Je rassure les gens, quand c'est le mardi ou le mercredi ou le lundi, quand vous la faites 3 fois 5 minutes, tout le monde se demande comment il va tenir ça pendant 42 km 5 jours après. Ça, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Donc ça, je leur donne. Et puis avant ça c'est un peu standard. Et justement, pour la baisse et le rebond, en fait, il y a deux manières de faire. On va prendre sur 15 jours, hein, pour faire simple. Soit tu fais vraiment une baisse qui est progressive, et ça peut marcher avec les gens, avec le risque que ça endorme, pardon, mais par contre, il faut pas. Je prends par exemple mon cas où j'avais trop baissé. Euh, oui, t'es endormi, mais le jour J, en vrai, tu t'es entraîné pendant des mois, t'as l'adrénaline, une fois que t'es lancé, tu vois. Et pour l'anecdote, par exemple, le marathon, il grêlait, mon échauffement, j'ai fait des talons-fesses sur une station essence, hein, et puis j'ai fait un petit coup à l'allure, et puis terminé. Tu vois ce que je veux dire, ça se passe jamais comme tu veux, et ça, Hmm. faut l'accepter. Et bref, t'as l'option linéaire ou t'as l'option, en fait, tu te fais un gros bloc enfin une vraie séance dure, je sais pas, 3 semaines avant ou 2 semaines et demie avant, tu coupes vraiment, tu reprends progressivement, tu refais un mini bloc et tu recoupes jusqu'au marathon. Et ça, par exemple, si tu sais qu'à l'entraînement, c'est ce que j'ai fait avec certains justement, avec qui ça a bien marché. Si tu sais qu'à l'entraînement, bah, les périodes où tu t'entraînes beaucoup, en fait, finalement, quand il n'y a pas de cumul des semaines, mais toi, quand tu es frais et que tu attaques à beaucoup t'entraîner et que derrière, après, ça va bien, tu vois ce que je veux dire, ou que des fois, tu as fait des super séances d'intense sous la fatigue, tu sais que tu réagis un peu bien, pas mal à ça, tu vois ce que je veux dire, ou tu peux te permettre de le refaire. Tu vois, donc ça va aussi dépendre d'un petit peu tout ça, avec le point commun qui est quelles sont les meilleures armes pour me donner confiance? Parce que un des autres problèmes de l'affûtage, c'est que quand tu es habitué à t'entraîner beaucoup, quand tu en fais beaucoup moins, tu cogites. Et si tu cogites beaucoup, enfin tout le monde cogite, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il faut juste, si tu as décidé de décharger, tu dis oui, j'ai décidé de décharger quand j'avais les idées claires, parce que je pense que c'est ça qui était bon pour moi. Donc, eh ben, écoute, je trouve un bouquin, je trouve une série. Ça dépend des cas. Les vacances, c'est pas toujours la meilleure idée qui soit. De réduire un peu l'activité pro, c'est bien, mais quand tu es habitué à avoir un rythme comme ça, comme ça, comme ça, puis que là tu dis la semaine d'avant, j'en ai qui l'a fait, ça s'est très bien passé, donc ça dépend des gens justement. Mais la semaine d'avant, je coupe tout et j'arrête de m'entraîner. Le système nerveux, il comprend pas ce qui se passe aussi, donc. Mais l'affûtage, que tu t'es bien entraîné, c'est des nouvelles sensations quand même. C'est pas toujours très agréable et il faut juste avoir ça en tête, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses en dehors de l'entraînement pour l'affûtage et aussi même dans la préparation en particulier que tu conseilles au niveau nutrition? Ça peut être aussi de l'hydratation. Est-ce qu'il y a des choses vraiment Hum, sur lesquelles il hum, faut appuyer pour les gens qui font une prépa marathon, même si c'est pas hum, enfin, c'est pas non plus hum. ta spécialité à toi, mais est-ce que tu as des conseils à transmettre aux gens? Ouais, bah, c'est pas ma spécialité, mais j'échange souvent avec Nouchka que vous avez reçu, donc c'est loin d'être Bien devenu ma sûr, c'est ça que je me spécialité, mais permets. mais j'ai plus d'armes qu'avant. Bon, sur l'alimentation, enfin, moi je laisse les gens libres, hein, ça paraît évident, mais la base, hein, boire des légumes, des féculents, des protéines, enfin, tu vois, vraiment une alimentation en quantité suffisante, ça c'est quand même important, surtout quand on entraîne beaucoup, le sommeil, etc. Et par contre, un point clé quand même, c'est que c'est pas une légende le mur. Et moi j'ai eu la chance, je l'ai pas eu. Enfin, j'ai pas eu, c'est pas que de la chance, c'est que j'ai fait en sorte de pas l'avoir, mais je l'ai vu à Amsterdam au 35e. Il y avait un paquet de zombies. Parce qu'en fait, vu que le marathon, l'effort, il est pas dur en tant que tel. Il est dur parce qu'il est long, mais c'est ce que je disais au début, c'est pas intensité max et tout. Les gens, ils oublient de boire, ils oublient de bouffer. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, ça va bien. Puis au moment, le glycogène, il y en a plus. Et puis, ben, pop, il y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est-à-dire que le jour du marathon, mais c'est la même chose que l'entraînement. Le jour du marathon, tu vas devoir t'alimenter régulièrement. À titre indicatif, et chacun a des stratégies différentes. Donc je suis pas là pour parler de moi, mais je donne la mienne parce que les gens ont des trucs différents, mais comment j'ai fonctionné. Je suis parti, j'avais une phase de 500 dans une main, une bouteille de 250 dans l'autre que j'ai jetée, 3 compotes, 3 gels. J'ai pas tout bouffé, mais quasiment. Et j'ai encore rebu des trucs au ravito. Il y en a qui vont me dire que c'est trop. Il y en a un, il a fait 2h10 avec un gel. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que chacun fait comme il veut. Donc tu te dis, bah, le jour du marathon, je vais avoir besoin de ça, de boire régulièrement, de manger régulièrement. Au ravito, il y aura ce qu'il faut, ou il y aura pas ce qu'il faut que je le prenne avec moi parce que j'aime ça, j'ai besoin de ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tes séances à l'entraînement,
eh ben, tu vas t'entraîner à faire ça pour pas arriver surpris le jour J du marathon. Donc, ça veut dire que tes sorties longues et tes paces, par exemple, ou tes intensités, ils vont te servir à ça. Te dire, est-ce que je digère la compote? Est-ce que je digère les gels? Est-ce que j'aime bien les, comment dire, j'aime bien les pâtes d'amande, mais sauf que les pâtes d'amande, quand tu essayes de courir à 4 au kilo, bah, j'arrive pas à les bouffer, donc faut que je trouve autre chose. Et il y a plein de trucs où justement, il y en a qui me font aller aux toilettes, il y en a qui me font pas aller, toi. Mais c'est comme le trail, toi, tu connais ça très bien. Tu vois, tu cherches un Hmm. peu à l'entraînement et sans parler, et l'entraînement, après, on peut aller dans l'entraînement digestif, dans des trucs pointus si on veut, mais déjà, aller à s'entraîner à ce qu'on va consommer le jour J. Et plus on s'est Ok. habitué à faire ça, plus même si le jour J on prend de la boisson de l'organisation qu'on connaît pas, même si l'idéal ça serait de l'avoir, ben plus elle est susceptible de bien passer aussi, tu vois. Et, c'est des choses comme ça aussi. Et ouais, c'est vraiment cet entraînement à se dire, tu vois, la sortie longue, là où elle est importante, au-delà du kilométrage, c'est ton matos, tes pompes, tes chaussettes, ton short. Tes tétons, est-ce qu'ils vont finir en sang ou pas? Donc, ah bah oui, tiens, à chaque sortie longue, j'ai les tétons en sang, bah tiens, je vais peut-être mettre du pansement, puis que ça, je le mettrai le jour J. Je vais peut-être mettre du talc parce que je cours mal, et puis ça me frotte les adducteurs, ou j'ai des gros adducteurs, tu vois, et c'est bête, hein, mais c'est plein de petits trucs, et c'est en lien avec la nutrition, mais qu'il faut travailler. Ah, vas-y, Pierre. Et j'avais un patient qui me disait qu'il avait ses chaussures pour la compétition Ouais. et il avait ses chaussures pour l'entraînement. Et il comprenait pas que je lui dise, mais en fait, tu cours avec les mêmes chaussures tout le temps, quoi. C'est pas Hmm. tes chaussures de compétition. J'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait qu'il utilise le même matériel tout le temps. Ah oui. Et pour lui, ça faisait pas sens. Il m'a dit, mais non, c'est des super chaussures. Ouais. Moi, je les mets pour le jour de la compétition. Oui, parce que c'est Du son coup, armure. Ouais. c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais. Ben parce que c'est son armure, toi, c'est sa façon, c'est le petit truc, et ça se conçoit, tu vois ce que je veux dire. Bah, mon avis, non, parce que c'est sûr, les rotations de chaussures, c'est intéressant, parce que déjà, ça vaut une fortune, donc si tu as des carbones ou des chaussures à 150 balles, c'est autre chose. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est que les chaussures que tu auras le jour de la compétition, il faut que tu aies fait tes sorties longues avec, et que tu aies fait tes paces ou tes intenses avec, parce que bah oui, parce que tu utilises ce que tu vas utiliser le jour de la compétition. Pas forcément toutes tes sorties longues ou toutes tes footings, mais dans l'idéal, c'est même ça. Tu vois ce que je veux dire? Chercher un peu ce qui te va. Et c'est exactement le même. T'as raison, le même raisonnement pour la nutrition. Ton entraînement, il te sert aussi à ça. C'est pas de te réveiller 3 jours avant en disant, attends, mais je cours avec des chaussures complètement usées. J'ai pas bouffé une fois de ma prépa. Sans parler que si tu bouffes pas à l'effort, bah tu génères de la fatigue pour rien. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais on va pas y rentrer. Mais c'est arrivé en fait le jour J. Le jour J, dites-vous que tu fasses un marathon, un trail, tout ce que tu veux, 9 fois sur 10, il n'y a rien qui va aller comme tu veux. Il y a toujours un truc, bah, je parlais de la grêle, il fait froid, tu vas avoir un accident. J'ai une fille qui a eu ça à son semi à Paris avant. Tu vas avoir plein de couilles en fait que tu n'as pas prévu et que tu vas devoir gérer. Donc si en plus de ça, tu te rajoutes des problèmes avec du matos que tu connais pas ou de la bouffe que tu connais pas, bah, t'augmentes quand même le risque que ça se passe bien au final. Donc, et c'est la même chose que toi sur les carbones. Moi, j'adore courir avec des carbones, je m'éclate avec. Je suis pas sûr que je cours plus vite, j'ai pas envie de débattre du sujet, ça m'éclate. Bah, tu commences par faire un petit footing de 20 minutes avec parce que tu as envie de faire ton marathon avec. Puis après, la fois d'après, tu fais la semaine d'après, tu fais 30 minutes avec, puis tes autres footings avec autre chose. Puis après, tu fais tes sorties longues. Et le jour J, tu sais ce que c'est que d'avoir ça et ton corps, il s'est adapté. Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est négligé. Je suis content que tu en parles parce que j'aurais pas pensé. Et du coup, tu parles de rotation de chaussures. Ça, c'est Ouais. intéressant. Mettons, j'exagère, c'est pas mon cas, mais j'ai une paire de chaussures à 220 euros qui me vont bien, mais j'ai pas envie de les exploser pendant toute ma prépa parce que Hmm, je sais très bien qu'en faisant les 3 mois avec toi, tu vas me les cramer. hmm. Euh, et j'ai une autre paire de chaussures d'une marque bien connue, bleue et blanche là, euh, qui me vont bien aussi. Fais pas genre, t'as pas compris. Euh, et du coup, comment est-ce que je pourrais tourner sur mes chaussures? Comment est-ce que tu me conseilles? Tu conseilles sortie longue pour m'habituer avec ma paire de chaussures fétiche entre guillemets, mais tous les autres entraînements avec ma paire de chaussures classique ou Ouais, que les mêmes ou chaussures? non, de varier, ça peut être bien parce qu'en fait, bon, je vous apprendrai rien en tant que kiné, mais tu t'habitues. En fait, quand tu changes un peu de godasse, tu bouges un peu différemment. C'est comme, je prenais l'exemple l'autre fois dans un autre podcast.
tu vas sur un chemin de trail avec des godasses de route, c'est pas le plus adapté, mais ça te fait bosser différemment au niveau proprioceptif. Toi, ça, c'est super bien aussi. Moi, je vais te donner pense long terme sur 3 mois. T'arrives en début de prépa, bah, tes sorties longues, elles sont déjà pas ultra longues, mais fais-les avec tes chaussures habituelles et tes petits footings avec tes armes pour le marathon, tu vois, comme ton patient il avait, tu vois, c'est juste pour t'y habituer, etc. Puis après, en fait, tu croises. Quand ça arrive, quand tu arrives en milieu, fin de prépa, tu te dis, bon, voilà, de toute façon, si je commence à faire toutes mes sorties longues avec mes godasses à 200 balles, elles vont quand même aller jusqu'au marathon, j'y serai habitué, tu vois ce que je veux dire, et puis je peux aller un petit peu là-dedans. Mais moi, dans mon cas où tu vois, les gens que je coach, je leur conseille pas en disant mardi tu mets tes chaussures bleues et jeudi tes chaussures rouges et puis mercredi tu bouffes de la compote et jeudi des bananes, hein, ça c'est leur problème, enfin ça c'est normal, mais du coup Tout le temps la même chose, ouais. même matos, Mm. même Ouais. prépa. Mm. Mais je vais parler de mon cas, des fois je vais aller me faire un footing de 40 minutes avec des carbones parce que j'ai envie de m'éclater un coup avec et parce que c'est toujours pareil, c'est une histoire de fréquence. Tu t'habitues à t'en servir régulièrement, donc t'as pas besoin d'en servir à chaque fois, mais souvent, du coup, t'es habitué à ça. Et comme l'intensité, on parlait de la bouffe. Moi, tous les gens que je coach, je leur dis quand vous faites une intensité, même si vous trouvez que ça sert à rien, prenez une boisson ou une compote, une boisson d'effort ou une compote, parce que s'habituer à consommer ce que vous allez bouffer à l'effort avec le tube digestif qui est complètement en travers parce que vous lui tirez dessus, bah ça s'apprend aussi, par exemple. On parle d'habitude, mais est-ce que par exemple tu conseilles aux gens de faire une simulation marathon, c'est-à-dire, ben, je sais pas, le marathon par exemple est prévu à 9 heures, est-ce qu'une fois tu dis aux gens, ben, Hmm. vous vous réveillez, condition 6 heures du mat, petit déjeuner, le jour de la compète, c'est genre un peu se mettre un peu dans Ouais. une bulle, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aux gens de faire ou pas spécialement? Alors jamais, mais c'est pas du tout con, donc je le conseille jamais parce que j'ai jamais pensé. Donc peut-être que j'y penserai et c'est Ok. une bonne idée. Autant les gens qui font des ultras, s'ils courent de nuit, je leur dis allez courir de nuit des fois dans votre prépa, pas tout le temps, mais de temps en temps, ça c'est sûr. Mm. Par contre, dans la mesure du possible, parce que oui, je veux bien qu'on ait nos rythmes, mais si le gars il a un boulot qui est hyper usant, puis que tu le fais le relever à 6 heures du mat tous les dimanches, mais peut-être une fois de temps en temps, c'est pas idiot. Autant quand il fait chaud, c'est bête, mais si quelqu'un prépare un truc mi-août, je dirais pas quoi, mais il y a plein de trucs mi-août par exemple, et qui va faire Hmm. super chaud, ben je leur dis quand même quand vous pouvez, entraînez-vous l'après-midi pour vous habituer à ce qu'il fasse chaud. Toi, ça c'est sûr, mais sur l'horaire, je me suis jamais vraiment posé la question sur le coup, peut-être qu'il y en a en m'écoutant, ils vont dire mais il est complètement débile lui, parce que moi je fais déjà ça et ça m'a changé la vie. Et c'est vrai que ça pourrait Hmm. être intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a eu, enfin, moi malheureusement j'étais pas là au podcast, mais il y a Pierre qui a interviewé Nicolas Haute, qui est préparateur physique. Ouais. J'avais écouté un podcast de lui, et en fait il racontait justement, il avait une combattante qui préparait Mm. un événement, et la veille elle lui a demandé, ouais j'aimerais bien tester un massage pour être en forme et tout. Il a dit, mais tu as déjà fait le massage? Elle a dit, Ouais. ben non. Il a dit, ben hors de question en fait. Il a dit vraiment de se mettre dans un contexte où tout ce que Ah tu bah ça fais ouais. pour préparer l'événement, tu sois Mm. vraiment, que tu aies déjà tout testé, que tout soit prêt et qu'en fait, tu parles de confiance et je pense que c'est un Mm. peu ça aussi, hein, c'est se mettre un peu dans une bulle de confiance sur laquelle on peut aller et Mm. derrière partir. Mais je suis un peu déçu parce que on voulait avoir ton avis sur les chaussures carbone, mais j'ai l'impression que tu veux pas nous le donner en fait. Ah si, moi je Non, c'est m'éclate surtout pour avec. les gens en fait qui. Non, non mais t'as dit ouais, je veux pas en parler, je veux pas Mm. débattre. Non, en fait, Mais c'est en juste fait, ouais. on voulait savoir pour les gens qui nous écoutent si tu avais des conseils sur les chaussures. Peut-être, tu sais, c'est vrai qu'on entend tellement de choses. Toi qui es quand même du milieu et tu as beaucoup aussi de retours, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs, justement? Alors d'écouter l'épisode avec Fabien Gautron d'Endurance 30 parce que c'est vraiment une pointure sur le sujet, sans mauvais jeu de mots et franchement voilà, première chose, hein, mais c'est vrai, donc je l'ai reçu là-dedans. Deuxième chose, faut se dire que les gens, je sais même pas avec quoi ils courent pour la plupart, chacun trouve chaussure à son pied, hein, c'est la chose. Et je pense que je vais être un peu, je vais être cash, je vais essayer de pas être vulgaire. Il faut arrêter la masturbation intellectuelle en disant ça a pas augmenté les facteurs de perf, ça a pas fait ci ou ça a fait ça ou c'est délétère, etc. De mon point de vue, courez avec ce que vous avez envie de courir. Adaptez-vous si c'est un gros changement, que ça soit minimaliste ou maximaliste. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas Hmm. parce que le facteur de perf il n'est pas amélioré directement que vous n'avez pas le droit de courir avec. Et je te donne un exemple. Si je prenais mon cas, moi je m'éclate à courir avec des carbones et ça me fait peut-être pas courir plus vite, mais je pense que si, parce qu'en fait, le carbone, ce qui se passe maintenant, ce que les gens comprennent pas,
c'est que ça peut amener d'autres problèmes, mais c'est que ça permet de s'entraîner plus. Tu fais plus de kilomètres, tu as plus d'impact. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, c'est aussi une aide pour progresser. C'est un avis, j'ai pas dit qu'il fallait tout faire avec, C'est- etc. Mais Ah, mais c'est vrai que moi, honnêtement, je me suis pas trop penché la question sur le carbone, mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux gens l'intérêt du coup d'avoir des chaussures carbone? Et qu'est-ce que ça Mm. permet de plus qu'une chaussure classique ou qu'est-ce que ça permet de moins aussi pour qu'on comprenne un peu mieux? ou alors attention, il va y avoir, je vais me faire tomber dessus par certains rois des Ouais. réels que les études de Micheton et Hall. C'est- Alors sur le terrain, c'est pas loin de chez vous. Les 10 kilomètres de Nice, il y a 500 personnes en moins de 35 minutes pour la première fois cette année. Et je pense qu'ils sont tous en carbone. Donc déjà, ça aide quand même à courir plus vite. Pas tout le monde, machin, blablabla. Ok. Par contre, je te parle juste de ma sensation, tu vois, je vais pas faire une étude là-dessus. Bah, ça renvoie quand même sous le pied. Enfin, pour moi, c'est super agréable. Donc ça veut dire que à partir du moment où c'est agréable, tu cours pour te faire plaisir. Bah, tu vas aller faire plus de bornes, tu vas aller. Alors peut-être ça amène des problèmes de surutilisation, ça c'est autre chose derrière, mais ça renvoie plus, c'est plus agréable. Donc en fait, on court pour se faire plaisir, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Par contre, quelqu'un qui est pas bien dans des chaussures carbone, ben, il faut pas absolument qu'il en prenne une paire parce que ça fait courir certains plus vite, tu vois, c'est aussi ça. Et c'est pas le cœur du problème, c'est que les gens ils courent bien avec les godasses qu'ils veulent. Enfin, tu vois, sur le coup, et je pense que je pars sur votre contrôle de professionnel de santé, le corps il va s'adapter si tu fais les choses progressivement. Donc le carbone amènera pas plus de problèmes que de courir en méduse. Il y en a qui le font en sandales, ou de courir en minimaliste. Il amènera des problèmes en fait si tu changes d'un coup tout ce que tu es en train de faire, mais dans un sens comme dans l'autre ça marche. Et c'est comme si tu cours pieds nus, c'est peut-être super, hein, et puis tu t'es planté un bout de tesson et tu cours plus pendant 6 mois. Ben, tu vois, j'aime bien que les gens en fait, et j'aime pas que, en fait, j'aime pas donner des ordres aux gens et j'aime pas ce qu'il y a en ce moment. Et là, on parle des chaussures. Mais c'est pareil sur l'entraînement, il faut arrêter de penser que les gens sont cons. Si dans les carbones ils se font plaisir, ils en mettent. S'ils se font pas plaisir ou qu'ils trouvent que c'est trop cher pour eux, ils en mettent pas. Point. Et puis s'ils ont envie de s'entraîner, de faire du pace, parce que ils adorent cette allure, ils en font. Et s'ils ont pas envie, ils vont quand même pouvoir faire leur marathon. Enfin, enfin, tu vois. Après vous allez dire que je sers à rien en tant qu'entraîneur en disant ça, mais c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire. Moi, mon boulot, c'est que les gens puissent s'entraîner le plus souvent possible. Tu vois, et après, qu'ils trouvent du plaisir, que l'entraînement soit structuré correctement pour pas qu'ils se blessent, etc. Mais donc, pour en terminer sur les godasses carbone, franchement, essayez. Et si ça vous va, gardez-les. Sinon, bon, vous aurez perdu 200 euros, ben, tant pis. Le max? Ouais, Vas-y, moi, je vais taper encore plus dans la fourmilière. Euh, c'est pas du dopage un peu? ouais, je sais pas. Si ça Est-ce que améliore c'est les pertes. plus. Ouais, ça améliore les peurs. Après, moi, j'ai fait 10 ans de ski de haut niveau, donc le matos, j'avais une partie, je m'en occupais, donc enfin pas du déplage, hein, mais des skis du matériel. Mais non, enfin, On a compris, hein. ouais. Je sais pas, est-ce que c'est du dopage et est-ce que Ça, en Alex, natation, ils ont enlevé ouais, les combinaisons, tu oui, vois. Ils ont enlevé ouais, les c'est vrai. combinaisons au bout d'un moment. Mais Je sais en pas, natation, c'est la ouais, question. en natation, ça te portait, ça te faisait pas bondir. Tu vois, c'est un peu différent. C'est comme, on a eu le cas l'autre fois, est-ce que la perche en carbone pour un sauteur à la perche, c'est du dopage et que s'ils étaient en bambou? En fait, là où c'est pas du dopage, c'est que c'est pas une amélioration. Enfin, oui, il y a le dopage mécanique, mais c'est pas une amélioration intrinsèque des performances, première chose. Et c'est accessible à tout le monde. Tu vois, c'est pas interdit et tout le monde. Bien sûr, il y en a qui ont moins d'argent, mais je me comprends de manière générale, c'est accessible à tout le monde par rapport à ça. Et je suis pas d'accord parce que est-ce que ce que fait Alex ou moi, où on a des emplois du temps flexibles, ou quelqu'un qui prend un 80% pour s'entraîner plus, bah oui, c'est injuste par rapport à celui qui peut pas se le permettre. Donc en fait, c'est beaucoup plus injuste des gens qui peuvent vraiment s'entraîner beaucoup mieux, ou des gens qui ont une génétique, alors c'est pas du dopage, mais c'est comme ça, que quelqu'un qui utilise des carbones. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Max. Si, si, je. Mais je suis Après, un ça a aussi permis fervent. de battre Ouais. des records. Hmm. Après, ça a permis aussi de battre des records, de parler un peu plus de l'athlé, de parler beaucoup plus aussi du marathon, d'autres sports, et de médiatiser aussi ça, et peut-être de pousser aussi des gens. Je pense que c'était aussi, parce qu'il y a eu quand même un gros Oui. débat sur l'autorisation ou non des carbones, et je pense que l'athlète avait besoin peut-être de ça aussi Hmm. pour avoir un second souffle, mais c'est vrai que Hmm. c'est un peu comme dit Max, c'est vrai que par rapport aux anciens records qui ont été battus peut-être avant Hmm. sans carbone, tu vois, on peut se demander la légitimité des nouveaux. C'est Et vrai d'ailleurs, aussi. comment t'expliquerais ça?
comment t'expliquerais ça que les records d'avant existaient depuis si longtemps? On sort un Euh, peu du cadre, mais non, 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 bah, c'est dur à dire. Je suis pas spécialiste athlé pur et dur, mais je pense que il y a un peu la nutrition qui a évolué, l'entraînement, je suis pas sûr. Tu vois, je dis souvent, alors ça vexe les gens, mais le niveau il est plus faible qu'avant. Alors pas chez les élites, mais enfin il est pas meilleur qu'avant. C'est-à-dire que des gens qui s'entraînaient déjà 6 fois par semaine ou 7 fois, qui s'entraînaient déjà beaucoup, ils étaient pas moins bons que ceux qui s'entraînent beaucoup maintenant. Pas chez les élites, mais tu vois ce que je veux dire. Sauf que maintenant, il y a plus de gens qui le Hmm. font parce qu'il y a des barrières qui sont levées. Mais oui, ça vexe parce que on est dans une société du progrès, mais il y a des gens, il y a Benoît Z, il met 2h05 au marathon, il y a déjà longtemps en arrière, tu vois. Enfin, bref, peu importe. Et je pense que les chaussures aident à deux choses. Elles aident sur la perte pure le jour J, mais ils aident à plus s'entraîner. Les gens, ils font plus de kilomètres et Ok. plus tu fais de kilomètres, ben, plus t'es bon dans la mesure de ce que tu tolères. Hein, mais et pour terminer là-dessus, moi, ce qui me saoule dans ce débat-là, c'est que les gens disent les blessures, machin. Oui, mais faut être progressif. Et puis le sportif de haut niveau, s'il veut battre un record et que c'est les carbones qui va aider à le faire et que ça va dire, bah, il va devoir plus s'entraîner. Il n'a pas besoin d'attendre l'avis de Jean-Paul Machin EBP qui va lui dire, mais attention, il va se blesser. Lui, il est pas con, son entraîneur, il est pas con, il va dire, ok, tu vas courir plus, donc on va un peu changer ton entraînement, on va faire plus de renfort. Enfin, tu vois, c'est... Nickel. Ouais. Bah écoute, je pense que c'était bien clair. Vous avez une dernière Ouais. question, les gars, ou je pense que Nico était bien complet. Ben, j'espère que les gens, en tout cas les auditeurs, ont eu pas mal d'infos pour commencer leur marathon. On vous souhaite bon courage, hein, peut-être si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. J'espère que ça vous aura permis, que Nico vous aura permis de battre votre record ou alors de réussir à terminer votre premier marathon. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos commentaires en question. Nico, il répondra, il prendra le temps. Vous inquiétez pas et nous aussi on vous répondra. Excellente continuation à tout le monde et à très vite pour un nouveau épisode. Et merci encore Nico et merci les gars. Et 5 étoiles. Les 5 Ciao. étoiles. Les 5 Ciao, ciao. étoiles. Et oui. Ouais, Ciao, 5, ciao. Ciao. 5 étoiles. Allez, au revoir à tout le monde.